vous exposer l'objet de ce soir de la conférence, mais moi il me revenait simplement de vous rappeler en un petit mot en fait dans quel cadre tout ça s'inscrit. C'est en fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle Égalité, Citoyenneté, Prévention de la radicalisation, avec une question: quels enseignements et pistes d'action ensuite pour les acteurs et politiques publiques liés au quartier populaire. C'est dans ce cadre-là que ça se situe. C'est un projet qu'on porte depuis juin 2016, avec donc à l'initiative de la Caisse d'allocation familiale de l'Isère, du département de l'Isère, de Sciences Po Grenoble, donc, qui nous accueille aujourd'hui, et de Grenoble Alpes Métropole, donc, qui travaille avec l'ensemble de ces partenaires-là pour mettre en place ces différentes interventions. Depuis juin 2016 donc jusqu'à mai 2018, il y a quand même une centaine de professionnels qui ont été touchés, qui sont venus, qui ont participé soit à une conférence, soit à des ateliers de travail, soit aux deux, qui sont venus à une ou à plusieurs de ces interventions. En tout cas, très régulièrement, voilà, ça nous fait à peu près un amphi plein comme celui-ci, ou parfois des amphis un peu plus pleins au tout début quand on avait eu le grand. Ça dépend des moments. En tout cas, l'idée de ce groupe de travail, c'est sur notre territoire de pouvoir avoir donc, ces temps d'échange autour de ces questions laïcité, radicalisation, religion, des temps d'échange entre professionnels pour que les uns et les autres, on puisse approfondir ces positionnements, on puisse apporter ces questionnements sur sa méthode de travail, sur comment est-ce qu'on aborde le sujet, comment est-ce qu'on travaille avec les personnes qui peuvent être touchées par tout ça. Et donc voilà, moi en tout cas, au nom de la métro, on remercie les partenaires avec lesquels nous travaillons sur ce projet-là, parce que c'est un travail des uns et des autres pour qu'on puisse produire tout ça et d'arriver jusqu'à ce soir maintenant. Donc, et je vais passer la parole à Sophie pour qu'elle puisse vous rappeler justement un peu aussi le déroulé des séminaires précédents et ce à quoi on souhaite aboutir maintenant dans les mois qui vont venir, et puis ensuite donc l'intervention de Raphaël Biocchi. Bonsoir à tous, donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Sophie Vernière, je suis chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations à la métro. Donc je parle au nom de tous les partenaires du projet, comme l'a dit Michael, le département, la CAF, l'IEP et la métro. Donc déjà on vous remercie de votre présence, à nouveau nombreuses. Et donc, je présenterai un peu plus tard Raphaël Logier, que nous remercions très vivement d'avoir accepté de venir sur ce sujet donc, qui nous occupe depuis en effet plusieurs mois. Alors, je remercie aussi la petite poussée qui filme à chaque fois maintenant ces conférences, débats. Et la poussée accompagne le plan de lutte contre les discriminations du point de vue vidéo. Donc je répète qu'une fois que les conférences seront montées, on va faire tout ce travail de montage dans les mois qui viennent. Elles seront bien sûr validées par les intervenants et puis mises en ligne sur la chaîne YouTube qui s'appelle Partenaire Égalité Grenoble-Alpes Métropole. Alors, je ne vais pas représenter le projet parce qu'en fait, sur la page, sur le verso, vous avez le rappel du projet, puis vous avez entendu ça plusieurs fois si vous avez participé à plusieurs séminaires. Là, vous trouverez en fait la liste de tous les séminaires qu'on a organisés. Ça a été parfois sous la forme de soit de séminaires assez ouverts comme celui du 13 septembre, celui d'aujourd'hui et le prochain du 17 décembre, soit sous une forme un peu plus fermée avec un groupe de professionnels qu'on avait un peu ciblés et avec qui on a travaillé du coup dans une certaine continuité. Donc pour rappeler quand même un peu les thèmes sur lesquels on avait travaillé, donc en partant d'abord d'un témoignage de Mourad Benchemeli, sur son parcours un peu de radicalisation, si on peut dire. Et ensuite, on avait donc travaillé autour des questions avec Marwan Mohamed sur, à partir de son point de vue, du travail auprès des jeunes de quartier populaire. Donc, il nous avait
apporté pas mal d'éclairage sur quand on par radicalisation, comment la prévention de la radicalisation peut impacter le travail social avec les jeunes. Et donc il avait pointé un certain nombre de choses très importantes sur la question de la confiance, qui peut être mise à mal par ces politiques, par exemple. Ensuite, on avait eu une intervention de Louisa Kies qui avait attiré notre attention sur le suivi de parcours de personnes radicalisées en prison. Et donc, elle avait attiré l'attention aussi sur tout le débat autour des signaux, les enjeux autour de la définition des signaux faibles, enfin des signaux de repérage pour la prévention de la radicalisation. Et donc que c'était une question très forte à enjeu parce que évidemment ça a des conséquences. Et comme le disait Marwan Mohamed, s'il n'y a qu'une part des signalements qui vont effectivement donner lieu à un parcours de radicalisation avec un passage, un départ en Syrie ou autre, tout le reste, on peut considérer que ça peut fabriquer du préjugé, de la stigmatisation. Donc voilà. Ensuite, on a eu plus récemment, là vous avez peut-être participé, un travail avec Faiza Ghelamine autour de l'expression de faits religieux et de travail social. Et donc, c'est là qu'on a un petit peu... ça nous a permis de prendre aussi du recul sur la façon d'appréhender l'expression de ces faits religieux comme plutôt des faits sociaux où derrière, du coup, il y a des choses à rechercher au-delà de la question de la religion. Ensuite, on avait une intervention de Nadia Manache comme consultante à partir des travaux du Défenseur des droits et de la CNCDH, Mission nationale consultative des droits de l'homme, sur les libertés fondamentales, l'égalité et la prévention de la radicalisation, qui avait pointé les atteintes portées à ces libertés fondamentales. Donc ça avait donné lieu aussi à un débat, à des réactions parfois un peu vives, parce que on sent que c'est pas forcément facile à entendre du point de vue des acteurs de la sécurité qu'il peut y avoir ces atteintes. On avait eu donc une table ronde avec plusieurs acteurs locaux, donc toujours autour de cette question fait religieux et travail social, qui nous avait montré aussi que les acteurs savent prendre du recul par rapport à l'expression de ces faits religieux. En tout cas, il y a des expériences qui sont très intéressantes à ce titre. Et puis la dernière fois, donc le 13 septembre avec Joël Roman, on a eu donc une intervention sur la laïcité au regard des questions de radicalisation avec Joël Roman qui a tout de suite dit d'emblée il n'y a aucune raison de lier la laïcité et la question de la radicalisation puisque la laïcité n'est pas une réponse à la radicalisation. Donc évidemment, il savait très bien aussi que si le projet en arrivait à la question de la laïcité, c'est parce que la mauvaise interprétation, comme il le dit, ou d'autres le disent, Jean Bobéro par exemple, la laïcité falsifiée, une mauvaise interprétation de la laïcité, peut produire un contexte propre à générer aussi de la radicalisation, en tout cas des ruptures du repli ou autre chose. Donc c'était plutôt sous cet angle-là que nous, on l'abordait. Voilà, donc je vais très rapidement maintenant dire deux mots des pistes de travail auxquelles nous sommes arrivés avec les professionnels. Sur la question de la radicalisation, je dirais qu'il y a encore du flou quand même sur la définition, bien sûr que les professionnels entendent aujourd'hui qu'il faut distinguer ce qui relève d'un processus de radicalisation et d'une forme de radicalisation violente. Ou bien on peut considérer que quand on parle de radicalisation, ça veut dire qu'il y a un passage à la violence possible. Voilà. Mais en même temps, la question de la radicalisation religieuse, elle reste encore présente, même si des professionnels disent mais il y a aussi des formes de radicalisation, c'est comme ça qu'ils l'appellent, autour d'autres questions que la religion, les théories du complot, ou voilà, des choses comme ça. Donc il y a encore du flou autour de ces questions, et puis même si sur la question des signaux, on a l'impression que, ce que nous disaient aussi des experts locaux, que les signaux sont de plus en plus faibles pour la prévention et se détachent de la question de l'islam et de la religion. Néanmoins, est-ce que le risque
risque de stigmatisation disparaît vraiment. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Ensuite, voilà, donc on s'interroge un peu sur de quelle manière, enfin, le terme de radicalisation religieuse continue quand même à être beaucoup employé et on espère que vous aurez des réponses à ces questions. Après, il y avait des remarques, des avancées intéressantes dans les groupes, notamment le fait de dire mais faut bien distinguer radicalisation et radicalité. Parce que, et se ressouligner, on est obligé de ressouligner l'intérêt de la radicalité dans la conquête des droits, etc. Et ne pas tout mélanger. Ensuite, sur les questions d'égalité, on se rend compte que ce qui est parfois difficile à entendre encore pour les professionnels, c'est les discriminations qui peuvent être générées par ce contexte-là, ou d'une manière générale qui existe dans la société. Il y a toujours un gros enjeu à rendre visibles ces discriminations et à savoir aussi écouter. Parce qu'il y a quand même des réticences, des peurs des professionnels. Il y a toujours, je pense, une part de professionnels qui pensent que si on ouvre le débat et l'écoute vis-à-vis des discriminations, c'est comme un peu une boîte de Pandore et que ça décourage les gens et qu'il ne faut pas en parler. Alors que quand on travaille ces questions, on se rend compte qu'au contraire, ça produit de la reconnaissance vis-à-vis des personnes qui vivent des discriminations et que ça met plutôt en dynamique autrement. Voilà. Et sur la question du vivre ensemble qui est aussi apparue, alors là, il y a du débat également autour de ça parce que certains disent il y a quand même un sous-entendu, le vivre ensemble, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il y a souvent un sous-entendu un peu ethnique ou religieux, c'est un peu comme la mixité, on dit mixité, mais derrière on entend un peu mixité ethnique. Donc c'est une notion un peu délicate à manier. Néanmoins, il y a une prise de conscience importante des professionnels que finalement un travail de prévention qui peut être fait, c'est vraiment de travailler vraiment le vivre ensemble, mais de manière très concrète, quoi. Et de ne pas pratiquer l'évitement. Par exemple, quelqu'un citait le fait que si une fête de quartier est prise en charge par une communauté, les travailleurs sociaux ne vont plus s'en occuper, parce comme s'ils ne savaient plus faire tout à coup. Donc c'est des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Du coup, voilà, comment on traite aussi cette question. Alors, les professionnels ont aussi... alors sur le vivre ensemble, il y avait une remarque que je voulais citer juste pour presque terminer. C'est Morad Benchelawi qui disait... Bon, déjà, il disait quelque chose qui est assez intéressant. Le djihad, c'est pas une maladie qui s'attrape. Il disait il y a un malaise profond dans la société. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on est ensemble, mais qu'on ne vit pas ensemble. Donc, voilà, ça interroge toujours cette notion-là. Et donc, pour terminer, il y a des pistes d'action qui sont apparues, des réflexions sur les postures professionnelles. Alors, je ne peux pas toutes les citer parce que je ne voudrais pas empiéter sur le temps de conférence, et puis on aura l'occasion d'y revenir le 17 décembre. Mais une des réflexions, par exemple, c'est de ne pas créer de rupture, de repérer ce qui va faire plutôt protection. Parler plutôt de protection vis-à-vis de la radicalisation que de prévention, par exemple. Ou alors des réflexions sur l'idée, les valeurs de la République, comme ça, enseigner en quelque sorte, ça ne marche pas. Enfin, il faut trouver une autre manière de travailler ça. Il y a beaucoup de questions autour du signalement aussi. Est-ce que où on met le curseur, quand on signale, etc. Donc du coup, on a des pratiques des fois qui vont un peu du tout au rien. Des besoins de travailler ça. Donc des pistes en termes de posture. Donc toujours rechercher derrière le fait religieux, qu'est-ce qu'il y a comme demande en fait. Également des pistes autour des questions les professionnels font observer qu'ils ont besoin de temps en fait pour travailler ces questions, pour aborder une personne dans l'accompagnement de façon beaucoup plus globale, et donc ils insistent bien sûr sur la question des moyens qu'il faut pour ça, alors qu'ils ont l'impression de travailler de plus en plus dans l'urgence. Il y a enfin 2-3 questions pistes autour
Le retour à l'objectivation et au droit peut aussi être très important. Alors au droit par rapport à la laïcité, c'est important d'avoir ces repères et que l'application du cadre de la laïcité selon la loi de 1905 n'est pas une évidence pour tout le monde en fait, puisque certaines discriminations qui sont produites au niveau de à partir du critère de la religion sont presque légitimes aux yeux de certains. Donc il y a un retour à l'objectivation, par exemple, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est le refus de serrer la main de femmes de la part de personnes. Donc la question, c'est important aussi d'objectiver, c'est-à-dire est-ce que quand il y a un acte comme ça, est-ce qu'il y a une discrimination les professionnels faisaient remarquer, est-ce qu'à des moments, pour garder la relation avec la personne, il ne faut pas se décentrer par rapport à son système de normes et de valeurs pour maintenir une relation avec les personnes, même si on est choqué de certaines choses qui peuvent advenir dans son quotidien de travail. Il y avait aussi des réflexions intéressantes autour de la question de la neutralité. On a parfois l'impression que la neutralité, c'est le cas de beaucoup, qui doit s'appliquer à beaucoup de professionnels, parce que sur Grenoble, beaucoup de centres sociaux, par exemple, sont municipaux. Beaucoup de professionnels autour de ces questions sont aussi dans la fonction publique. Et on a l'impression que la neutralité, ça vient presque empêcher de parler de religion, en fait, ou de tenir compte des expressions de faits religieux, et qu'on ne sait pas trop bien faire vis-à-vis de ça. Par rapport à ça aussi, revenait souvent la question, est-ce qu'il faut travailler avec les cultes? Moi, je trouvais que la remarque de Joël Roman était intéressante, qui consistait à dire, travaillons déjà peut-être avec les associations communautaires qui font un véritable travail social de lutte contre l'exclusion, etc., qui rappelait aussi que le rôle des religions dans la solidarité, etc., et qui du coup préconise un peu de passer, de quitter la laïcité de combat qui a marqué l'histoire de la France. Et donc pour terminer, les attentes par rapport à tout ce travail, et c'est ce qu'on va proposer le 17 décembre, c'est donc de continuer à échanger. Il y a beaucoup d'attentes qui sont exprimées à ce niveau-là, sur des thèmes donc plus larges, donc il faudra les définir, vivre ensemble, comment, par exemple, si on le prend, comment on le définit. Il faut essayer d'avoir un équilibre entre les apports d'expertise et les échanges entre les professionnels. Il y avait un certain nombre de professionnels qui trouvaient que tout ce qu'on avait déjà fait pouvait peut-être déjà se formaliser sous la forme d'une charte. C'est vrai qu'on a des comptes rendus et on les produira pour le 17 de tous les séminaires. Il y a quand même, c'est très très riche, et il y a sans doute matière à produire quelque chose de plus visible et qui peut être partagé avec d'autres. C'était aussi l'idée de travailler à partir de réseaux et de groupes existants plus localisés dans les CLSPD, au niveau des communes ou des réseaux qui peuvent exister. Les professionnels disaient aussi, puis les élus disaient aussi que les élus doivent se former aussi sur ces questions, se qualifier, échanger. Donc quel cadre pour ça, comment faire? Il faut aussi arriver à présenter aux élus justement des pistes assez opérationnelles, donc ça sera un but du travail de ce groupe d'appui. Je terminerai là-dessus. J'espère que ça reprend un petit peu les échanges qu'on a eus. Bon, c'est loin d'être exhaustif, donc vous aurez des éléments plus complet avant le 17 décembre pour que notre travail de groupe soit fructueux. Voilà, donc je vais tout de suite présenter Raphaël Liogier, qui est donc sociologue du religieux et philosophe, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et au Collège international de philosophie. Vous avez dirigé l'Observatoire du religieux de 2006 à 2014 et vous travaillez actuellement sur des questions d'identité plus générales au regard de l'emploi ou du genre, avec donc des ouvrages récents. Je ne vais pas citer, je vais citer ceux qui occupent vraiment notre sujet.
Notamment le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective qui est paru en 2012 au Seuil, La guerre des civilisations n'aura pas lieu, coexistence et violence au XXIe siècle qui est paru en 2016. Voilà, donc on vous a demandé d'intervenir autour de ces questions du mythe de l'islamisation, de la radicalisation religieuse, de nous ouvrir, de nous pointer les enjeux, nous ouvrir aussi des perspectives. Et encore une fois, on vous remercie très vivement d'avoir accepté de venir à nous-mêmes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 3 ans, 4 ans, on s'est payé très cher de mots sur ces questions. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de parler, de croire définir, redéfinir, parler de radicalisation, de mêler des choses qui à un certain niveau ne sont pas mêlables, laïcité, est-ce que c'est laïque, est-ce qu'on doit faire une réinterprétation de la laïcité, est-ce qu'on doit modifier la loi de 1905. Ce qui était assez drôle, c'est de voir des gens, des ministres par exemple, qui parlaient de la modification de la loi de 1905, mais j'ai pu constater en discutant avec eux qu'ils ne l'avaient pas lu. Ce qui est quand même magnifique, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau aujourd'hui qui... ce que j'éprouve là, au bout de ce processus, c'est une véritable consternation scientifique et intellectuelle face à la situation depuis 2013, 2014, 2015 bien sûr, 2016, 2017. Pourquoi? Parce que la première chose à faire, et les sciences sociales ne sont pas une science de la complication de ce qui serait simple, pas une science de l'abstraction. Justement, la méthodologie scientifique consiste à revenir à ce qui est le plus simple pour essayer de dire directement les choses. Et donc moi, mon problème aujourd'hui, c'est mais comment faire pour ne pas être mécompris de vous? C'est-à-dire que soit vous êtes déjà convaincu plus ou moins de ce que j'ai à vous dire, parce que vous avez pu me googler comme fait tout le monde aujourd'hui en disant il dit ça, il dit ça, soit vous êtes déjà préalablement offusqué, choqué, parce que je dis de la même manière parce que vous êtes allé me googler, etc. Et donc, comment est-ce que moi, je peux me situer dans cet interstice? Comment est-ce que je peux me situer au milieu de tout ça avec mon expression pour apporter quelque chose? Comment est-ce que c'est possible? Alors, la première chose que je dirais, pour arriver à comprendre ce qu'on appelle, et on verra que le terme, à mon avis, est pas vraiment approprié, mais tant pis, on va l'employer, puis après on le critiquera même en l'ayant employé, la radicalisation. Pour la comprendre, il ne faut pas se départir de soi-même, déjà. C'est-à-dire, il faut réfléchir à soi, dans un sens. Je veux dire que, prenez un exemple, on parle d'égoïsme. Quand on parle d'égoïsme, on peut émettre toute une série de remarques, comme au Café du Commerce. Un tel est vraiment égoïste. On voit son comportement, c'est égoïste, etc. Et l'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est vouloir être riche au détriment des autres. Non, c'est seulement vouloir être riche, ça suffit, ou etc. Et puis un tel, et puis ça va du commérage, jusqu'à des définitions qui peuvent être même des définitions politiques extrêmement compliquées. On va de l'idéologie au sens commun, enfin on va avoir toute cette espèce de truc sur l'égoïsme. Et à la fin de la fin, je crois qu'on comprendrait mieux peut-être ce qu'est l'égoïsme si on se regardait soi-même. Parce que l'égoïsme, c'est une tendance qui, pour être humaine, est évidemment aussi une tendance que nous portons en nous. C'est-à-dire, on peut dire, tiens, est-ce que moi je ne suis pas un peu égoïste? Qu'est-ce qui me fait désirer un certain nombre de choses? Pourquoi est-ce que je travaille peut-être parfois sur le fait de ne pas être égoïste? Qu'est-ce que je veux être? À quoi je veux ressembler? Et quand je dis à quoi je veux ressembler, c'est de qui je parle lorsque je parle de moi, comment est-ce que je me présente aux autres, etc., etc. Et petit à petit, je me rends compte qu'à travers ce regard sur moi-même, je vois ce que je critiquais aussi chez les autres, à un autre niveau. Je vois ce que je critiquais. Est-ce que c'est moi? Non. Je vois ce que je critiquais chez les autres. Et ça me permet d'appréhender ce qui se passe chez l'autre. Il y a des sociologues qui ont parlé de ça, pour appréhender. C'est très exactement ce que Pierre Bourdieu appelle la socio-analyse. La socio-analyse, c'est le préalable, c'est-à-dire le travail sur soi nécessaire pour appréhender un objet. C'est-à-dire que pour appréhender un objet objectivement, paradoxalement, comme ce sont des sciences humaines,
il faut d'abord s'appréhender soi-même aussi subjectivement. Sinon, c'est juste pas possible. Sinon, on sombre immédiatement dans l'idéologie, dans des préjugés, dans toute une série de choses qui nous font quitter la réalité de l'objet. Et il me semble que plus un objet est sensible socialement, alors quand il y a des meurtres, des gens qui sont morts, etc., plus il est sensible socialement, plus il faut faire ce travail. Parce que sinon, c'est juste pas possible. Sinon, on ne fait que répéter ce que l'on voudrait croire, ou alors répéter ce qui est l'objet de nos angoisses, en les faisant grossir. Et on ne découvre rien. Donc la première chose, il me semble, en matière de cette matière qui est devenue sensible comme une sorte de matière radioactive, qu'on appelle l'islam aujourd'hui, puis alors après quand on met le mot djihadisme, et puis après quand on met toute une sorte de choses, c'est de réaliser, alors c'est banal, hein, c'est que les musulmans, en tant que les individus qu'on désigne comme étant des gens qui suivent l'islam à un niveau relatif, partiel, plus ou moins fort, etc., sont des gens comme nous. Ça, c'est très important à réaliser. Mon directeur de thèse, Bruno Etienne, paix à son âme, disait quand même à faire des années et des années de recherche scientifique pour finir par se rendre compte que les musulmans sont anormalement normaux. Il disait ils sont anormalement normaux parce qu'on les représente préalablement comme étant anormaux, puis à la fin on se rend compte qu'ils sont normaux. Enfin, certains sont égoïstes, justement, tous les musulmans qui sont. Certains veulent avoir une plus grosse voiture que le voisin parce qu'ils veulent faire leur malin. D'autres veulent être complètement ascétiques, tout ce qu'on attendrait à la limite. D'autres ont toute une multitude de formes. Ils existent dans cette multiplicité de formes, avec un étiquetage musulman, Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité dont on a tous besoin. L'identité, ça veut dire quoi? L'identité, il faut le prendre toujours au premier degré, le plus simple. Il ne faut pas se laisser avoir, même par la complexité apparente des sciences sociales. L'identité, ça veut dire que je dresse un portrait de moi, plus ou moins consciemment, qui donne un sens à ma vie dans le théâtre même de la vie, parce que je joue un scénario, qui passe par le fait de s'habiller d'une certaine manière, de faire toute une série de choses, et c'est pour ça que c'est de l'identité, parce que je veux être identique à cette image de moi que je projette en permanence. Je me fantasme, si vous voulez. Et c'est pas négatif de dire ça, on est tous obligés de faire ça. Tous. C'est-à-dire qu'un avocat, il a besoin de se raconter, si vous voulez, comme avocat. Et il peut passer par la manière de mettre des habits, etc., se mettre d'une certaine manière. C'est la posture est nécessaire. Je dis souvent à mes étudiants, l'esthétique précède l'éthique. C'est-à-dire que l'esthétique est extrêmement importante. L'esthétique, c'est ce qui me permet de me confronter aux autres en me racontant, dans ma manière, je vous dis, de m'habiller, dans ma manière de leur dire un certain nombre de choses, de parler. Ça même, encore, pour revenir à Pierre Bourdieu, puisqu'on a parlé de Pierre Bourdieu. C'est ce que dit Pierre Bourdieu dans La distinction, critique sociale du jugement. Je veux être distingué, je veux me distinguer. Pour pouvoir me raconter, je dois me distinguer. C'est compliqué, parce que je dois me distinguer, donc ne pas être le même, parce que si j'étais complètement le même, j'aurais l'impression de ne pas montrer quelque chose de spécifique. Je me sentirais écrasé, humilié, comme tout le monde. C'est une insulte de dire « ah, c'est comme tout le monde ». Et en même temps, j'ai besoin de me distinguer en ressemblant à d'autres pour me rassurer. C'est la question du groupe. Ça me rassure. Et pour pouvoir me rassurer, je me raconte en interaction avec les autres. C'est pour ça que les humains, avant tout, sont des êtres mythologiques. Ils ont besoin de raconter leur vie au-delà de leur composition organique. Et comme on parlait tout à l'heure de religion, on a ce débat qui se paye de mots aussi. Moi, j'en peux juste plus. Je dis, mais vraiment, c'est simple, j'en peux juste plus. Alors, c'est religieux ou c'est pas religieux? On va faire un séminaire sur... On va voir ce qui est religieux et ce qui n'est pas religieux. Est-ce que ça relève de la religion ou ça ne relève pas de la religion? La religion, c'est juste la structure mythologique de l'être humain. C'est-à-dire, c'est juste la nécessité qu'ont les êtres humains de se raconter. Et quand on se raconte, vous savez comment fonctionne une histoire, comme quand on initie les enfants au rêve de leur propre vie, c'est quand on leur raconte des histoires le soir, pour leur donner envie de vivre leur vie. Et c'est comme ça qu'ils commencent à se projeter. C'est comme ça qu'on leur parle du prince charmant, etc. Après, ça se dégrade un peu, c'est plus le prince charmant, c'est devenir cadre sup.
ou de devenir ceci. Devenir. Qu'est-ce que je vais pouvoir devenir? La question du devenir. Le devenir, c'est l'idée que la vie a un sens, donc je peux devenir. Donc le devenir suppose quoi? Suppose la narration et la présentation de soi, donc la mise en scène. Et une narration, c'est quoi d'abord? Une narration, ça doit avoir une continuité. C'est pour ça qu'on veut savoir quelle est la fin de l'histoire. Il y a quoi après, et après, et après. Et là, on approche de la structure religieuse, parce qu'on a tous besoin de savoir ce qu'il y avait avant, et de savoir ce qu'il y avait après. Et donc, comment se construisent les religions? Et là, vous avez une définition très précise de la religion. La religion, c'est un discours sur l'avant-avant, qui donne un sens à ce que je suis en train de jouer. Donc, l'avant-avant, c'est ce qu'on appelle une cosmogonie. Et donc, ça adresse quoi, une cosmogonie? Une cosmogonie, c'est une généalogie des dieux, ou de Dieu, ou de ce qu'il y avait au début, le paradis terrestre, le début du début, l'avant du début, qui donne un sens immédiatement à ma mythologie personnelle, parce que je suis comme, en quelque sorte, l'héritier, pour ainsi dire, de cette généalogie dans cette histoire. Et comme toute histoire a besoin d'une continuité, je veux savoir ce qu'il y a après, et ce qu'il y a après, ça ne suffit pas, ça finit par être ce qu'il y a après, et après, ça finit par être le discours religieux sur l'après, tous les après possibles. Et ça, c'est ce que collectivement on appelle une eschatologie, ou individuellement la promesse du paradis, ou de la réincarnation, de tout ce que vous voulez. Vous avez juste ça, c'est très simple, c'est très pratique, tout le monde peut y revenir intérieurement et se dire « Ah ben oui, bien sûr, ça va de soi, c'est ça. Ah oui. » Parce que c'est juste simplissime. On le vit tous au jour le jour. C'est-à-dire, on peut très bien se dire « Je suis athée », mais même si on dit « Je suis athée », on est obligé de vivre dans cette tension identitaire et de se raconter soi-même, même en tant qu'athée, par exemple, en se présentant aux autres d'une certaine manière, avec sa mythologie d'athée, pour pouvoir exister en tant que tel. C'est ça, le processus par lequel un individu progressivement devient un individu, c'est-à-dire commence à se projeter dans une mythologie qui rend sa vie désirable, qui veut être agent secret, architecte, se marier ou ne pas se marier, être ceci un héros ou pas un héros, ben ce processus, c'est ce que les psychologues appellent l'individuation. C'est pas l'individualisme, hein. C'est pas l'individualisme au sens du libéralisme économique. Non, c'est pour ceux qui ont fait Sciences Po, qui sont en train ou qui envisagent ou qui ont fini. C'est l'individuation, c'est-à-dire comment est-ce que j'existe en étant progressivement capable à la fois de me distinguer. Par exemple, je commence avec ceux qui sont en face de moi, quand je suis ado, avec mes parents. Donc je leur dis fuck off. Alors les parents, ils ne comprennent pas, mais c'est normal, parce que je commence par me distinguer. Puis pour me distinguer, il faut que je ressemble à quelqu'un, et que je ressemble à quelqu'un, si possible, qui ne ressemble pas à mes parents. Ou l'inverse, ça peut être l'inverse. Parfois, je veux ressembler un peu trop, un peu plus. Toutes les voies, tous les processus sont possibles. Tout est possible tant qu'il s'agit de construire sa mythologie. C'est ce que j'appelle, je n'ai pas le temps de l'expliquer, comme ça vous lirez mes livres, mais néanmoins je n'ai réellement pas le temps de l'expliquer, c'est ce que j'appelle, à côté du désir de survivre que nous partageons avec la plupart des êtres animaux, le désir de vivre, ce que j'appelle aussi le confort objectif, c'est-à-dire l'économie d'énergie maximum par la technique, mais en même temps c'est-à-dire de survivre mieux, d'accroître, de gagner du temps, si vous voulez, dans mon espace de vie. Et puis moi, là, c'est ce que j'appelle le troisième niveau, ce que j'évoque, l'identité, c'est le désir d'être. C'est-à-dire le désir de se raconter, qui chez les humains, non seulement est spécifique, c'est-à-dire c'est une spécificité humaine dans un sens, mais finit par être plus important et plus crucial que le désir de survivre et le désir de vivre. Tellement crucial le fait de se raconter chez les humains, c'est que s'il y a une rupture, on pourrait dire une rupture dans le champ de la narration, c'est-à-dire dans ce qu'ils essaient de raconter au plus épidermique, au plus esthétique d'eux, ils se sentent humiliés. C'est ça l'humiliation. L'humiliation, c'est une rupture narrative. C'est-à-dire je raconte quelque chose de moi. Là, lorsque je viens, moi je ne suis pas exempt de ça. Lorsque je rentre dans cette pièce, j'ai un statut, je suis supposé être professeur d'université, je fais comme si ça ne me préoccupait pas, mais en fait je suis comme tout le monde, je trouve ça quand même assez classe. Et bien, c'est cool, je m'assois sur le truc, ça me donne un statut. Si certains d'entre vous ne reconnaissent pas cette narration-là, et qu'immédiatement vous vous moquez de moi, ou vous dites ce type, je peux arriver à m'arranger pour ne pas me sentir vexé. Vexation, on pourrait dire, c'est l'atome de l'humiliation. Vous avez une centaine d'atomes les uns à la suite des autres, de vexation, ça finit par devenir une humiliation. Puis après, l'humiliation, ça finit par devenir de la colère,
Puis la colère, lorsque ça dure, si c'est pas seulement le fait de ne pas arriver à trouver ses clés, mais vraiment la source d'une humiliation qui s'approfondit et qui est dans la continuité, et que je finis par me raconter cette colère au-delà de la colère instantanée, donc la multiplication de la colère, ça finit par devenir de la haine, et la haine, ça finit par devenir de la violence que j'intègre à ma narration pour pouvoir continuer à exister. C'est pas compliqué, je sais pas, là j'emploie encore, ça je l'ai jamais dit de cette manière-là, j'essaye chaque fois toutes les techniques pédagogiques. Parce que de toute façon, je sais que ça ne va pas rater, que je ne serai pas compris. Mais je me dis qu'on peut s'approcher néanmoins. C'est un problème d'asymptote, c'est asymptotique, on s'approche peut-être. Parfois de la compréhension. Donc, religieux par religieux, c'est social mais c'est pas religieux, vous voyez bien que c'est juste, ça veut juste rien dire. C'est comme si on vous disait, bon moi je veux faire un travail sur les sonorités. Mais les sonorités elles sont partout. Le religieux est partout. Alors, ah mais vous n'êtes pas sérieux, ça veut dire que si vous voyez du religieux partout, vous allez travailler sur tout. Pas du tout. Si je travaille sur les sonorités, je travaille que sur les sonorités, pas sur les couleurs. Mais ça ne veut pas dire néanmoins que les sonorités ne sont pas partout. Elles sont partout, mais avec des intensités variables, avec des spécialisations variables, avec des manières d'être variables. Il y a des lieux spécialisés dans le religieux, qu'on appelle des églises, par exemple, dans le catholicisme, et des institutions spécialisées dans le religieux, par exemple comme l'Église catholique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du religieux partout, puisque cette narration, elle est flottante et elle est partout. D'accord ? Donc quand on dit c'est du religieux, c'est pas du religieux, bien évidemment, le religieux c'est une production sociale, puisque dès qu'on est ensemble, on se raconte. Et quand on se raconte, on a besoin de raconter la continuité, puisqu'il n'y a pas d'histoire sans continuité. Et quand on raconte la continuité, on ne peut pas s'empêcher de penser une continuité au-delà de la continuité de ce que je vois, et là, immédiatement, ça devient religieux au sens mythique. Et quand on interdit les gens de le faire, à la place, ils regardent la science-fiction toute la journée. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher de toute façon. Parce que sinon, on est dans une situation qui relève de ce que Émile Durkheim appelle l'anomie. L'absence de normes, mais pas de normes, seulement de normes explicites, de normes au sens juridique du terme. L'absence de normes, c'est-à-dire de balises qui me permettent d'orienter ma vie parce que symboliquement, elles indiquent quelque chose qui est désirable pour moi, désir d'être. C'est pour ça que je parle de désir d'être. Donc une fois qu'on a défini ça, de façon, me semble-t-il, assez rigoureuse, on peut essayer de réfléchir à ce qui s'est passé. Parce que moi je réfléchis, parce que ça veut dire que l'acteur social, pour parler comme les sociologues de profession, l'acteur social, eh bien je trouve ça bien le fait de dire acteur. Bourdieu il voulait dire agent, mais moi je trouve ça bien de dire acteur par rapport à mon idée de, vous savez, ce que je vous disais, c'est du théâtre et on joue un rôle et que ce rôle il est tellement indispensable, c'est une telle seconde peau, que c'est à partir de lui qu'on va agir et réagir notre vie. L'acteur social, à la base, il faut lui faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui. Il faut lui faire confiance pour nous dire ce qu'il éprouve. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ensuite le remettre en contexte. Il faut lui faire confiance. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne le replace pas dans un système social, économique, déterminé et déterministe. Ça ne veut pas dire ça non plus. Ça veut dire qu'il faut être capable, à un certain niveau, de se mettre à sa place. C'est à la fois facile et difficile. C'est facile parce qu'au fond, il y a quelque chose de nous chez lui, même chez le pire de ce qu'on pourrait imaginer. Mais c'est difficile parce que justement, c'est difficile d'accepter le pire chez lui aussi. Mais c'est possible. Et c'est ça le travail, en réalité, le travail de base en sciences sociales. C'est pas cette science sociale qui met les 2/3 de notes en bas de page et qui finit par vous dire ce que vous saviez déjà plus ou moins au début, soi-disant avec une méthodologie super sophistiquée. Ce que je reproche à beaucoup de thèses. C'est-à-dire que pour apprendre des choses qu'on savait déjà, mais c'est bien parce que maintenant on les sait en chiffres avec plein de mots compliqués. Non, les sciences sociales, c'est une lutte permanente contre soi, un regard critique contre soi et donc forcément tout le flux qu'on absorbe en permanence. C'est pas évident parce que comme il continue en permanence le flux, même quand vous êtes en train de faire ce travail critique, il ne faut jamais l'arrêter. Et il faut le faire aussi au prix de la haine de son propre milieu, par exemple universitaire, médiatique. Parce que sinon,
Ça ne marche pas. Donc ça suppose aussi une forme d'honnêteté intellectuelle. Et donc ça suppose de vouloir se raconter dans cette posture d'honnêteté. Sinon, ça ne marche pas. Donc, par exemple, sur la question de l'islamisation. Moi, j'ai eu beau essayer d'expliquer tout ce que je pouvais sur ce sujet. Jamais pu être compris. J'ai juste été insulté massivement sur Internet par des gens qui, à l'évidence, n'avaient lu que le titre. Ou s'ils avaient lu ce qu'il y avait à l'intérieur, de toute façon, ça n'avait pas vraiment d'effet. J'ai juste voulu répondre à une petite question. Et puis petit à petit, on va venir à radicalisation et djihadisme. Mais puisque vous avez mis dans le titre l'islamisation, c'est ça. Et pour vous dire que je n'avais pas de préjugés sur le sujet à la base, c'est ce que je répète chaque fois aux gens qui sont à riposte laïque, voire parfois au gouvernement, dans des trucs contre l'islamophobie, l'antisémitisme, machin, etc., et qui me reprochent un certain nombre de choses qui, à mon avis, sont d'être idéologiquement, d'avoir un arrière-fond idéologique, de vouloir... Non, moi j'ai fait ma thèse sur le bouddhisme, les enfants. J'ai fait ma thèse sur l'occidentalisation du bouddhisme. C'est-à-dire, ça n'a aucun rapport. Parce que je me suis toujours intéressé à ce que je vous dis, la structure des croyances. Il y a des gens qui disent aussi, j'ai vu un de mes anciens profs qui a dit sur Twitter, Raphaël Yogé, au départ, il était spécialiste du Dalai Lama, maintenant il s'intéresse à l'islam, et puis il prend le contre-pied des vrais spécialistes, etc. Non, mais je ne suis pas islamologue, je n'ai pas revendiqué d'être islamologue. Je travaille sur les représentations, les imaginaires, et la structure des identités et leur mutation au XXIe siècle. C'est déjà énorme. Donc, pas... Quand je travaillais sur le bouddhisme occidentalisé, je n'étais pas non plus bouddhologue. On dit pas très joli bouddhologue, mais c'est ce qu'on dit. Ils se disent bouddhologue. Ouais, je sais ça. Pour ça, peut-être que j'ai changé. Je n'arrivais pas à me raconter comme bouddhologue. L'esthétique précède l'éthique. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas s'en sortir. Je travaillais sur quoi? Comment est-ce que le bouddhisme a fini par devenir la bonne religion des Occidentaux dans les sociétés industrielles avancées. C'était ça ma problématique. Comment est-ce qu'ils ont pu attribuer au bouddhisme des vertus en fait, qui n'y étaient pas même à la base, genre végétarisme. Le Dalai Lama n'est pas végétarien, par exemple. Ça fait de la peine à beaucoup de gens qui ont suivi le Dalai Lama. Il n'est pas végétarien. Le Dalai Lama, il est à un certain niveau, il y a un fort niveau d'homophobie. N'en déplaise au nombre très important de gays qui sont bouddhistes tibétains. Vous voyez, moi, je vais directement au creux des contradictions qui existent à l'intérieur des discours et dans les rapports d'adhésion, le désir d'être, de vouloir se représenter comme bouddhiste, etc. C'est ça qui m'a intéressé. À la fin de ma thèse, vous avez parlé de Jean Bobéro. Il y avait Jean Bobéro à la fin de ma thèse qui avait fait le rapport, qui a trouvé que la thèse était bien. Il a même été très, laudatif sur la thèse et il m'a dit, ça serait vraiment intéressant. Pas quand vous voyez, ça serait vraiment intéressant de vous travailler, que vous mettre à travailler sur comment est-ce que l'islam est devenu la mauvaise religion, puisque vous avez montré comment l'islam est devenu la mauvaise religion. Ah bah tiens, c'est pas bête. Donc vous voyez, aucun préjugé. Ce que raconte riposte laïque ou je sais pas quoi, que j'ai des comptes à régler, que ce serait islamo-gauchiste, que finalement j'ai un agenda secret pour faire je sais pas quoi. Non, en fait c'est tellement simplissime. Moi je me raconte juste, ma manière de me raconter, ma posture, c'est juste de me raconter, je vais être un super sociologue, un super philosophe, je vais trouver des objets pour découvrir des choses incroyables. Et c'est simple, c'est l'aventure intellectuelle. Donc voilà. Je suis passé de ça à autre chose, c'est-à-dire cette histoire d'islam, et je suis progressivement, et d'ailleurs mes premiers articles sur ce sujet portaient sur l'évolution comparée des représentations entre islam et bouddhisme. C'est-à-dire comment d'un côté on passe de l'imaginaire à la Tintin, des moines tibétains en lévitation à ces extrapolations extraordinaires sur le végétarisme, le mode de vie, le développement personnel, etc. Et comment, en même temps, au départ, on a une religion, l'islam, qui était considérée avec un niveau d'exotisme via l'orientalisme, et qui était l'objet d'une fascination incroyable chez les ésotéristes et dans la mystique même au XIXe siècle, des gens comme René Guénon, qui étaient fascinés par l'islam beaucoup plus encore que par le bouddhisme. Comment on a pu passer de ça à la situation actuelle, en passant de la condescendance liée à la colonisation, à l'angoisse, à toutes ces choses-là? C'est juste ça que j'ai fait. Et c'était devenu un crime.
Et c'est devenu, soi-disant, pour ceux qui sont susceptibles de juger de la science, de ma méthode, de je ne sais quoi, c'est que j'étais pas un vrai sociologue, j'étais pas scientifique, comment est-ce qu'on pouvait... On l'a même écrit, comment est-ce qu'on pouvait me confier des étudiants alors que je n'avais pas les pieds sur terre, je ne voyais pas la réalité, le vrai, le discours d'extrême droite typique sur le réel, avec un grand R. Et lorsque je suis tombé sur ce concept d'islamisation, je l'ai trouvé intéressant. J'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à prononcer cette expression d'islamisation, et comme je fais confiance aux acteurs sociaux, j'y suis allé franco, direct. Ça veut dire quoi, islamisation, pour vous? Alors, islamisation, déjà, je voyais que c'était négatif. Moi, je suspendais mon jugement, ça pourrait être plus positif. C'est génial, ça, si ça pouvait être l'islamisation, ça veut dire que les gens vont être plus heureux, imaginons. Non, à l'évidence, ça ne voulait pas dire ça, donc première hypothèse, c'est pas très positif quand les gens le prononcent. Ok. Après, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Ah, d'accord. C'est-à-dire, donc il y a une dimension quantitative. On fait simple, c'est une dimension quantitative. Donc je prends au sérieux tout le temps. Moi, je respecte les acteurs sociaux. Je prends au sérieux tout le temps ce qu'ils me disent, je vois. Et c'est comme ça qu'on découvre des choses. C'est pas en ayant préalablement son petit doute. Je prends le truc, je me dis, tiens, si il y a une progression quantitative, après on va voir sur le côté négatif. Pourquoi est-ce que ça serait mauvais? Je suspends mon jugement là-dessus. Apparemment, ils pensent que c'est mauvais, on verra ensuite. Je prends la première étape, faisons les choses étape par étape, petit à petit, parce que bon, il ne faut pas se tromper. Je vois, ils me disent, augmentation quantitative. Ou en France, et en Europe en particulier, parce que l'Europe est submergée, monsieur. Submergée. Bon, peut-être. Après tout, moi je ne suis pas supposé... J'étais d'ailleurs plutôt dans l'idée que oui, il y avait un accroissement du nombre de musulmans, tendanciel, apparemment, parce qu'on en parle tellement, c'est peut-être vrai. Mais, prudent, je suspends quand même mon jugement sur le truc. En 2008-2009, j'ai commencé à travailler sur ce sujet spécifique. Et je me dis, tiens, quelles sont les 3 voies possibles d'accroissement quantitatif du nombre de musulmans, puisque ça serait ça l'enjeu de l'islamisation, du point de vue quantitatif. J'en ai trouvé 3. J'ai trouvé 1, la natalité d'individus qui sont supposés être musulmans, c'est-à-dire qui sont supposés se reproduire plus vite que les autres, et effectivement, c'est ce que me racontaient les interlocuteurs. Ils se reproduisent beaucoup plus vite. Je vous assure, hein, j'étais tombé sur des gens qui disaient ça. Hein, donc c'était... Deuxième manière, l'immigration. Ah, il n'y en a pas tant que ça ici, mais en fait, ils viennent ici. Ils viennent et il y en a plus. Il y a une immigration qui est beaucoup plus musulmane que le reste. Bon, très bien, immigration. Puis enfin, la troisième voie, conversion. Il y en a qui ne sont pas musulmans, qui deviennent musulmans. Très simple. Hein. Comme en maths, on commence par des choses très simples. C'est très bien parce que quand on commence, comme disait Aristote, on régresse dans la série des causes, après on arrive au premier élément et on se rend compte que tout était fondé sur un château de sable. Alors juste quand je démontre ça, je deviens un salaud, hein, je vous dis en général. C'est immédiat, enfin c'est presque immédiat, hein, ça devient... on nous a pris dans sa rhétorique. J'ai eu un débat avec Zemmour, j'ai sorti tout dans le détail, et ça l'a... Du coup, il m'a invité à déjeuner. Hein. Je le dis même en sachant que ça sera diffusé, parce que c'est vrai. Et donc, et à nouveau, j'ai expliqué, parce que ça l'a un peu perturbé, parce qu'il y croit. Et je lui ai montré que le fonctionnement même de sa croyance n'était pas si clair que ça, tout en faisant confiance à ce qu'il me disait. J'aime la confiance dans l'acteur social. Parce que je pense qu'il y a chez lui aussi quelque chose qui est chez moi. Et c'est à partir de là seulement que je peux lui parler. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que je vous dirais, juste au passage, quand on parle de séminaire de déradicalisation, ça me fait quand même franchement rire. Mais franchement rigoler, mais alors jaune à un certain niveau, on peut rire quand même. Et qu'on nous dit, on va leur expliquer la laïcité, le machin, etc., à partir de notre position en surplomb, sans comprendre que c'est à partir de ce qui nous est commun, mais réellement, pas dans le... Ce qui nous est commun, c'est la République, oui, non, à partir d'un truc qui nous est vraiment commun, c'est-à-dire dans la structure des désirs qu'on peut faire quelque chose. Et je vous expliquerai ce que j'ai fait moi, de façon tout à fait banale et presque naïve en faisant comme ça. Et je pense qu'il y avait dans la salle beaucoup d'individus qui se jouaient, qui se voyaient comme étant des musulmans qui potentiellement pouvaient devenir violents, etc. Et sincèrement, je pense que ça a eu un effet très positif. Vous verrez quel type de discours j'ai tenu, qui est juste le discours de la sincérité. D'une manière, mais très très directe. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Déjà, à la base. Il ne faut pas se prendre dans un truc de surplomb. Plus ce que je disais juste avant, parce que ça c'était une parenthèse. Natalité, immigration. Voilà, immigration. Donc les 3 voies. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres. Si vous en trouvez, vous pouvez m'en parler. Hein.
J'en connais pas d'autres. Donc je les ai examinés une par une, avec ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire les statistiques. Alors il y a des statistiques qui disent des choses, d'autres un peu d'autres choses. On a du mal à avoir les soi-disant statistiques ethniques, religieuses, etc. Ce qui est là encore un gros mythe. Hein. C'est un gros mythe, parce qu'il y a même des chercheurs allemands, par exemple, qui font des travaux sur le terrain français, donc on a des statistiques. Parce qu'eux, ils ont le droit de demander aux gens s'ils sont musulmans et de le mettre sur un truc. Et puis en plus, on a le droit de le faire, si on anonymise le truc. Donc tout ça, c'est débile. Quand on vous dit ensuite, comment il peut savoir, Raphaël, je vous dis ce que j'ai vu entre-temps, après. Il peut savoir, parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, etc. Les gens qui s'expriment sur Internet, je vous dis, si faites quand même gaffe. D'accord, vous êtes anonyme, vous pouvez raconter n'importe quoi, mais il faut quand même un minimum de... surtout quand vous m'insultez, quand on m'insulte, ça serait bien de faire juste une petite vérification, parce que moi, comme je vous aime bien, je parle aux gens qui sont sur Internet, je fais quand même un peu des vérifications de ce que j'avance, pour qu'on puisse parler de quelque chose. Donc, j'ai vérifié les trois. Alors, sur la natalité, en tout cas en France, faux, archi faux, hein, parce qu'il y a une baisse de natalité très forte, y compris dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les quartiers. Parce que quand on arrive, quand on est primo-arrivant, effectivement, on est avec ces habitudes, qui sont des habitudes qui peuvent venir de pays où il y a très peu de protection sociale, où c'est très difficile, etc., où il y a peu de connaissances même des formes de contrôle individuel et autonome des naissances, etc. Mais on voit que deuxième génération, c'est déjà fini, et puis alors troisième génération, il y a une baisse de la natalité supérieure à la moyenne de la population, parce que les problèmes sociaux, la peur de se construire, la peur de ne pas avoir d'emploi, etc., fait qu'on retarde le moment d'avoir des enfants, et donc en fait il y a une baisse globale de la natalité dans les quartiers où on trouve, théoriquement par stigmatisation esthétique, le plus de musulmans. Donc faux. Je suis désolé, hein, alors j'ai le détail, hein, j'ai mis le détail, mais c'est juste faux. C'est ça. Deuxième, sur la question de l'immigration. À l'époque, au moment où j'ai écrit le livre, 2008, 2009, 2011, c'était faux. Là, effectivement, c'est faux sur l'ensemble de l'Europe. Sur l'ensemble de l'Europe, la principale immigration en 2012, au moment où le livre a été publié, c'est l'immigration asiatique, et pas l'immigration asiatique en provenance d'Indonésie, donc de musulmans. Attention, il faut être précis. Et ensuite, en ce qui concerne la France, il y a un cas particulier, c'est l'immigration en provenance. C'est effectivement une immigration qu'on pourrait qualifier a priori de musulmane, en provenance d'un pays musulman qui est le Maroc. Mais ensuite on a une déclinaison qui passe aussi par asiatique, deuxième, troisième position, avec des variations. Ce système a été très légèrement modifié depuis qu'effectivement il y a eu les problèmes avec la Syrie, toute une série de choses, de nouvelles vagues d'immigration. Mais en fait, des vagues d'immigration qui, même si on tient compte de cette époque-là, sont beaucoup plus faibles que des vagues d'immigration qu'on a eues dans les années 30, par exemple. Donc, globalement, il n'y a pas d'accroissement massif de l'immigration depuis les années 2000, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a eu un accroissement conjoncturel de l'immigration pour des raisons spécifiques qui sont événementielles, liées à des événements géopolitiques récents, etc., mais qui n'ont rien à voir avec un déploiement progressif et massif d'une immigration qui dépasserait les chiffres. On dit, ça y est, bientôt, dans 50 ans, ils adorent les chiffres ronds. Alors, non, au contraire, ils adorent, j'ai remarqué, ils étaient subtils, ils disent, dans 53 ans. Ils disent, ouais, en mettant un 3, ça donne le sentiment d'être plus sérieux. Et ce n'était pas un chiffre pur. Voilà ce que sera l'Europe, etc. On n'a jamais compris d'où venaient exactement ces chiffres et ces extrapolations. On voit juste ça sur Internet. J'en parle et je les commente dans le détail par rapport à ce qu'on est supposé savoir. Troisième voie, la conversion. Alors la conversion à l'islam, c'est là où c'est le plus drôle parce qu'elle est quand même très faible. Est-ce que vous avez vu chez vous des musulmans, là, le musulman typique qui sonne chez vous et qui vous demande de venir vous convertir? Ça vous est arrivé ou pas? Par contre, est-ce que vous avez eu chez vous des témoins de Jéhovah qui ont sonné chez vous ou des... Non mais il faut revenir à des choses très très simples. Hein. Non mais je le dis, l'islam est une religion de conversion massive. Moi, j'attends, je vérifie. Et qu'est-ce que je vois? Je dis non. Non, c'est faux. Alors ça a peut-être existé, j'en sais rien, moi je ne suis pas historien. Mais ça a peut-être existé dans des périodes données, etc. Moi je suis sociologue, je me contente d'analyser ce à quoi je fais face. Et je me rends compte que conversion, ah non, pas terrible. Ah oui, mais c'est global, il y a une montée mondiale de l'islam. Ah oui, une montée mondiale de l'islam? Ah non, mais alors, rien à voir avec les chiffres de conversion de la plus grosse vague de conversion qui a déterminé le plus gros accroissement religieux de toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, qui est la conversion au mouvement néo-évangélique, donc qui fait qu'aujourd'hui, c'est le christianisme qui domine la planète. Avec les mouvements néo-évangéliques en Afrique, en Amérique latine, en Chine, à peu près partout.
C'est bizarre parce que là, on ne dit pas c'est de la... Alors, évangélisation, ça a l'air d'être cool. Pourtant, il y a eu des choses qui n'ont pas été si cool. Là, on ne dit pas comment dire, la pentecôtisation du monde. Vous avez déjà entendu parler de cette expression? Pourtant, il y a un accroissement du nombre de conversions qui est quand même bien supérieur, et maintenant aussi en France. Donc, c'est quand même étonnant. Vous voyez, alors on peut relativiser, on peut dire il dit n'importe quoi, etc. On a passé tout le temps à dire à l'époque. Moi, j'avais fait juste un livre que je trouvais banalement, un livre de sociologie même modeste. Je le trouvais même trop modeste parce que je me dis ouais, je ne peux pas mettre de grosses théories comme j'aime bien dans ce livre, parce que je suis obligé, je fais juste ça par rapport. Ah non, mais alors il m'a projeté dans les médias. Hein. Là, c'était immédiatement, c'est-à-dire j'avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'est islamisation. Et là, il y a cette dimension quantitative, et puis après, il y a l'autre dimension. C'est mal. C'est la dimension qualitative. Donc j'ai voulu l'étudier aussi. On la trouve dans les discours. Pourquoi c'est mal? Parce qu'après tout, on pourrait considérer que c'est bien. C'est-à-dire, si on disait évangélisation, il y a de plus en plus de chrétiens aujourd'hui en France. La plupart des gens qui penseraient ça disent c'est bien. C'est pas mal. D'autres pourraient dire, il y a de plus en plus d'athées, de nihilistes, de gens donc rationnels. C'est très très bien. Très 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 bien. On peut rajouter un trait maintenant. Pourquoi donc islamisation? C'est mal. Alors là, on pourrait penser que c'est très simple. On pourrait penser que c'est très simple parce que justement, c'est simplifié dans le grand public, parce que dans le grand public, et même dans la plupart de la population, et donc aussi chez nous, individuellement, c'est-à-dire qu'on porte tous quelque chose comme ça, on passe très très vite en matière d'islam, de ce que j'appelle, c'est un chapitre de mon livre, et d'un de mes précédents livres, j'avais même un chapitre comme ça, du oui bien sûr au mais quand même. Eh oui, parce que tout ce que je peux raconter, moi, sur l'islam, en tant que, je vous dis, je ne suis pas sociologue, en tant que les représentations, l'imaginaire, le machin, la plupart des gens, enfin, s'ils ont un minimum de non-mauvaise foi, sans aller jusqu'à ne pas avoir de mauvaise foi, parce que ça, sinon on serait plus humain, ils vont dire ah oui, bien sûr, ah oui, bien sûr, mais quand même, l'islam, mais encore, enfin, vous voyez ce que je veux dire, malgré tout. Alors, le rapport aux femmes. Ah ben, le rapport aux femmes, parlons-en dans le détail. Ben, oui, historiquement, il peut, mais dans le catholicisme aussi, enfin, c'est le principe de comment fonctionne le religieux, mais maintenant il y a des interprétations. Ah oui, non, mais c'est pas pareil. Mais quand même. Parce que dans l'évangile, c'est quand même cool. Tu tends l'autre joue, alors que là, non. Ah oui, mais dans l'évangile de Jean, enfin, pour ceux qui lisent un peu l'évangile aussi, comme un peu la loi de 1905 qui en parle sans la lire, parce que moi je la lis, enfin, j'ai fait cet effort minimal, j'ai fait l'effort aussi pour les évangiles. Il y a quand même, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça, je crois que ça peut être, c'est Jésus, hein, le type qui ressemble un peu à hippie dans les... Voilà. Il a quand même dit ça, alors bon, on peut interpréter de manière sympa, je ne sais pas, dire, bon... mais on peut aussi l'interpréter de façon assez violente, et dans l'histoire, il y a eu quand même des moments qui ont montré qu'on pouvait l'interpréter de façon violente. Ah non, mais c'est pas pareil, parce que là, le fondateur de l'islam, c'est limite un pédophile, etc. Je vous dis. Ce que dites, non, mais c'est... faire des sciences sociales, c'est pas tourner autour du pot. Hein. Alors, c'est peut-être ça qu'on n'aime pas chez moi. Non, je ne tourne pas autour du pot, on va direct dans le truc. Alors, on peut analyser, qu'est-ce qu'on en sait, qu'est-ce que ça veut dire la pédophilie, pas surtout quand la pédophilie en soi, ça veut dire amour de l'enfant avec des pratiques sexuelles qui étaient corrélatives, qui étaient pratiquées jusque dans la Rome antique, où il n'était pas dans la Rome antique, considéré comme viol et violence le fait de coucher avec un enfant qui n'est pas en âge de se reproduire. Oui, parce que comme il n'était pas en âge de se reproduire, il ne mettait pas en cause la lignée. S'il ne met pas en cause la lignée, le seul viol possible, c'est le viol contre la lignée. Donc, dans la Rome antique, une femme qui est enceinte ou une femme qui n'est pas en âge de se reproduire, qui est prépubère, elle n'est pas violée. Ah ben oui, mais il faut se remettre un peu en contexte historique. Hein. Tiens, on est dans notre truc, avec 2500 ans d'évolution, après 1000 et quelques années d'évolution, l'Antiquité grecque, le truc, on a nos projections à nous, on est tranquille, et puis on peut s'offusquer tranquillement dans notre coin. La sociologie et les sciences historiques en général, historia, étymologiquement voulant dire enquête, donc les sciences de l'enquête
en sciences humaines en général, sont faites pour nous déniaiser par rapport à ça. C'est simple, je comprends que ça fasse mal à certains qui préfèrent dire non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui est recouvert par ce vocable? Islam, islamisation. Alors, du point de vue qualitatif, dans les années 80-90, je vous passe très vite, il y avait de l'angoisse, de la peur, de la condescendance et du rejet. La condescendance, elle était plutôt avant les années 80. La condescendance va progressivement devenir du rejet dans les années 80 parce que c'est le contexte, effectivement. Il y a le contexte économique, un chômage qui devient un chômage endémique, alors que, pour ainsi dire presque structurel, alors que jusque-là, il ne touchait pas certaines parties de la population. Ensuite, c'est la deuxième et troisième génération des individus dits issus de l'immigration qu'on se représente comme étant musulmans, dont on réalise qu'ils vont rester ici, qu'ils ne sont pas seulement en transit. Alors là, d'un seul coup, on dit, attends, exagère quand même. Et donc on a un discours, c'est là où apparaissent le discours sur sauvageons des cités, des rapports spécifiques à la violence, etc., qui apparaissent en même temps, qui fleurissent un peu partout. Et une défiance vis-à-vis de l'islam qui serait justement, qui participerait à ce truc-là, donc la peur. Et dans les années 2000, il y a encore un changement. Et c'est là où vient l'expression islamisation. Il y a encore un changement qui est étonnant. Ce changement, c'est le rapport aux minorités qui change dans son ensemble, mais en particulier à la minorité musulmane qui va déterminer ce mot d'islamisation. Ce n'est plus seulement de la condescendance, on va dire première période, après la période où l'islam était valorisé comme religion orientaliste, mystique, René Guénon, les grands orientalistes français, donc ça passe à condescendance, le rapport à la colonisation, C'est plus seulement de la peur, rapport à l'économie, ils vont nous prendre notre emploi, c'est la violence des cités, etc., années 80-90. Ça devient de la défiance parce que, au fond, ils auraient gagné. Et c'est ce qui va déterminer, c'est-à-dire que eux, les musulmans, entre guillemets, ils sont partout et ils ont déjà le pouvoir. C'est fascinant. C'est ce qui va se passer dans le discours. Ils ont le pouvoir, et c'est là où va se construire une mise en scène, que dans un petit bouquin, j'ai appelé ça la mise en scène populiste. C'est-à-dire, populisme, c'est très simple, c'est pas encore une fois, c'est un terme qui est très facilement définissable, contrairement à ce que disent ceux qui disent que c'est flou, pour ceux qui sont en sciences politiques. Populisme, c'est très simple. C'est pas la démagogie. La démagogie, oui, c'est pouvoir être élu, c'est une tendance naturelle des démocraties représentatives, chez les leaders qui veulent être élus. Bon, voilà, ils brossent la population dans le sens du poil. C'est pas non plus être proche du peuple, ça c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon quand on le traite de populiste. Il dit, moi je suis fier d'être populiste si c'est être proche du peuple. Ne sois pas fier, Jean-Luc, c'est pas ça le populisme. C'est pas être proche du peuple. Le populisme, c'est parler à la place du peuple parce qu'il serait encerclé par une force qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on peut cibler. Et donc jouer sur l'angoisse de difficulté des populations à définir leur identité, lorsqu'il y a une grande fragilité à définir cette identité, c'est-à-dire à se raconter positivement. Ce qui est le cas de l'Europe depuis au moins 2003. Et des Européens depuis au moins 2003, qui ont du mal à exister en tant qu'Européens. Donc on construit une scène où, donc cette populiste, de défense d'un peuple de plus en plus abstrait, ce qui fait que c'est à partir de là où, par exemple, un parti comme le Front National, jadis Front National, qui était tout à fait d'extrême droite, va devenir ni de droite ni de gauche, parce qu'il va jouer sur l'ambiguïté d'une défense d'un peuple qui peut se retrouver chez chacun d'entre nous dans son angoisse identitaire, à la fois du peuple qui pourrait être de droite, parce qu'on va être envahi, nos valeurs, les homosexuels, les musulmans qui sont de Turquie, ils avaient déjà essayé à Poitiers, là maintenant ça y est, cette fois c'est fini, etc. Et puis en face, vous allez avoir, ils vont aussi séduire les gens de gauche, mais en disant, mais oui, mais justement, ils ne sont pas modernes, ils sont anti-progressistes, le rapport aux femmes, le truc, etc., etc., etc. Et donc là, hop, le type de gauche, il se sent bien aussi dans sa posture, et comme il a cette angoisse identitaire, parce qu'elle existe, mais elle s'est généralisée en Europe, le musulman devient l'idéal, bicéphale, pour faire cette espèce d'unité populiste contre lui,
Qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, résultat, on ne sait plus qui est qui, c'est-à-dire que Manuel Valls dit je suis à gauche, mais je suis anti-musulman, c'est normal parce qu'ils ne sont pas progressistes. Puis l'autre, elle fait tac tac tac, je suis féministe, la Caroline, et je suis machin, etc. etc. Et donc, on est dans une confusion générale où la seule chose qui reste, c'est l'instrumentalisation d'un sentiment d'angoisse identitaire qui existe, dans une mise en scène où on va avoir 4 acteurs principaux, qui sont très simples, on fait tous partie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est-à-dire qu'on soit récalcitrant ou qu'on ne soit pas récalcitrant de cette mise en scène, c'est ce qui s'est installé et qui a justifié ce concept d'islamisation, d'idée de force négative en guerre, etc., avec une intentionnalité maligne du musulman. C'est ce qui apparaît dans les années 2000 qui n'existait pas dans les années 80-90. Il a gagné parce qu'il a cette intentionnalité maligne, justement. Qualitativement, il projette de nous détruire, de nous remplacer. C'est la théorie du grand remplacement, tout ce que vous voulez. On va avoir donc cette mise en scène avec, le peuple trompé. Alors tout le monde peut se représenter comme faisant partie du peuple trompé, à un niveau ou à un autre. Et c'est quelque chose que, encore une fois, tout le monde éprouve un peu. C'est ça qui est bien dans ce système. Et d'ailleurs que les musulmans français et européens éprouvent aussi la partie du peuple trompé. Donc les choses là se complexifient. Ce que j'ai appelé dans un article récent le populisme liquide. Complètement liquide. Ça circule à la vitesse d'Internet. Donc même quand on met une fake news sur Twitter, on n'a pas le temps d'expliquer si c'est fake ou pas fake parce qu'il y en a déjà une autre par-dessus. Donc ça liquéfie littéralement le rapport à la vérité, si vous voulez. Deuxième type d'acteur, le héros, qui est l'allié du peuple, qui va le sauver. Ça va de Zemmour à Finkielkraut en passant par... Et qui peuvent y croire. Je suis sûr que Zemmour, il y croit. Non mais vraiment, je suis témoin, il y croit, et Finkielkraut aussi. Hein. C'est à la limite de la crise cardiaque chaque fois qu'il en parle. Vraiment, il est angoissé, il y a une angoisse réelle, et comme il porte cette angoisse, il y a une identification avec beaucoup de gens, et donc il vend des livres. Ce qui compense un peu son angoisse. Hein. Comme ça a des aspects positifs. C'est par identification. Hein. Donc on a un deuxième type d'acteur, le héros, puis troisième type d'acteur, un acteur extrêmement intéressant, c'est le peuple, les faux peuples plutôt. C'est-à-dire les minorités vont devenir des faux peuples. Ça peut aller des Roms jusqu'aux musulmans. C'est-à-dire des faux peuples, c'est pour ça que j'emploie le mot faux peuple, doivent être considérés comme des faux jetons. Mais oui, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va projeter dans l'ensemble de la société l'idée du double discours du musulman qui va se focaliser ensuite sur une personne comme Tariq Ramadan, en dehors des événements qui touchent Tariq Ramadan aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Cette idée de double discours, c'est l'idée du faux jeton. Donc le musulman, comme il a une intentionnalité maligne, qu'il a gagné grâce à cette intentionnalité maligne, c'est forcément un faux jeton, donc il a forcément un double discours, et donc ses leaders, ils ont encore plus un double discours. Donc le pire des musulmans, c'est presque celui qui est démocrate. Parce que lui, il essaye de nous bourrer le crâne. Alors que l'autre, au moins, il fonctionne à visage découvert. Et comme ce qui compte dans la théorie du complot, puisque c'est une forme de théorie du complot, c'est de se dire qu'ils se cachent, et qu'ils ont gagné, etc., c'est encore plus utile. Parce qu'on a ça. Et puis, comme il y a l'allié du peuple trompé, il y a le héros, eh bien évidemment, il y a l'allié des faux peuples qui ont gagné en réalité. C'est qui? Bibi. C'est-à-dire les journalistes qui sont partout, les politiques, le système, le fameux système. Le fameux système. Donc les islamo-gauchistes, alors vous avez toutes les terminologies possibles qui peuvent être analysées à partir de ça. Hein. Les islamo-gauchistes, les idiots utiles, les dhimmis. Alors, version faible et sympathique. Faible au sens étymologique. Débile, ça veut dire faible. Donc au sens de débile de service. Ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Ils se font manipuler par les musulmans, ces sociologues absolument minables, qui ne mériteraient même pas d'avoir des chairs, etc. etc. Je dis un discours qui est vraiment minuscule hein, par rapport à ce qui est écrit sur le sujet, hein, je vous assure. Et je pense que si c'est diffusé sur Internet, ça sera encore pire, parce que imaginons que je sois un peu plus convaincant que d'habitude, ça sera donc encore pire pour dire que c'est horrible ce que j'ai raconté. Et que c'est faux, forcément. Donc, débile, c'est la version minimale, et la version maximale, c'est, en fait, ils sont plus intelligents, justement, ces traîtres. Ils ont compris qu'ils avaient déjà gagné, donc ils se mettent du côté des vainqueurs. Donc c'est des traîtres. Ce sont des traîtres, ils savent qu'ils ont déjà gagné. Concrètement, quand on regarde l'évolution
le rapport racisme, les discriminations, le rapport économique et social, la production brute par habitant, théoriquement musulman, etc., on se dit, ils ont gagné, mais quand même, c'est cher. Hein. C'est cher payé le fait de gagner, on ne sait pas trop quoi. Hein, parce que vraiment, c'est pas facile. Donc on a ce système de l'islamisation qui s'est mis en place, qui est en permanence nourri et instrumentalisé, qui nous rend aveugles aux évolutions même de notre société. Quand je dis nous, je dis place aussi, parce qu'on doit lutter contre ça, parce qu'on finit par y croire. Hein. Les musulmans eux-mêmes, ils finissent par y croire. Je vous assure que les musulmans finissent par y croire. Et ce qui est drôle, c'est que les musulmans finissent par y croire, soit en négatif, en disant « Oh, c'est vrai qu'il y en a qui sont comme ça parmi nous. » Ou alors, parfois, en positif, en disant « C'est vrai qu'on est fort, on a gagné, etc. » Dans les deux cas, c'est faux. Je dis, c'est triste, hein, pour ceux qui pensent que ça y est, c'est la folie. Donc, alors vous allez avoir même des chercheurs, des pseudo-chercheurs, je pense, et puis qui vont se mettre à citer des individus qui y croient, par exemple des imams, qui disent eh bien oui, en fait, on est là pour conquérir, et fièrement, qui peuvent le dire, et qui y croient évidemment, parce qu'à force de leur dire, ils finissent par y croire, c'est-à-dire qu'en gros, ils croient la même chose que les populistes, les leaders populistes, genre Marine Le Pen. C'est-à-dire que symétriquement, ils disent la même chose, ils se renforcent dans leur position. Et chaque fois, ils servent de mode, de preuves factices aux uns pour les autres. C'est-à-dire que moi, je vais dire un certain nombre de choses, et on va me dire, mais c'est vrai l'islamisation, la preuve, l'émir de je sais pas où, il dit qu'il y a vraiment une islamisation. Oui, l'émir de je sais pas où, il le dit. Ou alors on va dire, c'est vrai quand même que le voile, et en particulier le voile intégral, c'est un scandale. La preuve, le Shir d'El-Azhar, il dit que c'est pas bien le voile intégral. Dixit Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. Hein. C'est ça la laïcité. Moi je réponds, mais moi je m'en fous du Shir d'El-Azhar. Je fais de la sociologie en France. Si les jeunes femmes, elles mettent un voile, je m'intéresse aux acteurs sociaux, qu'est-ce qu'ils font, comment ça fonctionne, pourquoi, comment ils se racontent. Maintenant, si le Shir d'El-Azhar, il n'est pas d'accord, comme justement, en réalité, ce n'est pas religieux, mon discours n'est pas religieux, je ne m'en préoccupe pas. On dirait, parce que vous voulez faire le jeu de la religion. Non, non, du tout, c'est vous qui faites le jeu de la religion. Moi, je ne parle pas de ça. C'est simple. Ça ne m'intéresse même pas. Je veux savoir pourquoi elles le font, dans quel contexte et comment elles structurent leur désir d'être. Parce que, non mais vous ne comprenez pas, parce qu'en fait, on va avoir cette projection de elles ne sont pas comme tout le monde. Un humain ne pourrait pas, comme dirait Elisabeth Badinter, grande philosophe française, comme dirait Elisabeth Badinter, dans une émission, elle m'a dit un jour, on ne peut pas, vous comprenez, à la fin, elle n'arrivait plus avec les arguments. Alors elle se met à dire, de toute façon, on ne peut pas désirer porter quelque chose comme ça, enfin surtout en été, quoi. Alors je lui dis, vraiment, c'est fascinant d'entendre ça, enfin, de la part de quelqu'un qui est supposé être philosophe. Parce que les humains, depuis qu'ils sont considérés comme humains, sont obsédés, on peut leur reprocher, par faire des choses qui sont difficiles, parce qu'elles sont difficiles. Par exemple, vous avez des humains qui ont cette idée absolument ridicule, stupide, voire préjudiciable pour leur santé, et qui n'a aucun intérêt, je veux dire, du point de vue objectif, d'aller mettre un petit drapeau au sommet de l'Himalaya. Alors que ça bousille leurs poumons, les dernières centaines de mètres, c'est absolument l'horreur, c'est mauvais pour leurs tendons, enfin ils en ressortent. Pourquoi ? Parce que désir d'être, c'est-à-dire désir d'y avoir été, si vous suivez mon raisonnement dès le début, c'est mais le petit drapeau, l'humanité a été là, ils sont contents, ou ils font l'Atlantique à la rame en prenant des risques incroyables, en étant mangés par les requins, un truc dingue. Et donc il faut interdire l'Atlantique à la rame, il faut interdire d'aller en haut, mais parce que ça devient leur religion au sens où je le définissais. C'est une manière de se raconter au devant de soi, de dire j'ai pu le faire. C'est la question de la performance, c'est la question du challenge par rapport à autrui, c'est la question de la distinction et de la ressemblance, de la non-ressemblance et de la distinction. Et donc que font ces jeunes femmes qui mettent un voile intégral ? Eh bien elles veulent se distinguer, oui, mais c'est pas horrible. C'est en soi elles veulent se distinguer dans un schéma qui leur permet de ressembler à quelque chose auquel elles veulent ressembler, dans un schéma qui est construit, qui n'est peut-être pas celui de l'islam des origines, tel que l'imagine El-Azhar, mais on s'en fout d'El-Azhar. Si on fait vraiment de la sociologie, si on est vraiment dans une démarche rigoureuse. Vous voyez ? Donc, fort de ça, et de cette manière d'appréhender les choses, je crois qu'on arrive, je ne sais pas où on arrive, je ne voudrais pas rester trop longtemps, parce que moi, j'arrête pas. Hein, c'est juste sans fin, parce que c'est un sujet quand même qui est... Je fais un cours sur la question des identités, même sur l'identité, le transhumanisme, la technologie. Vous voyez, je ne suis pas obsédé par ça. Alors après, on me reproche de ne pas être obsédé par ça en disant, voilà, c'est parce que c'est pas un spécialiste finalement.
Donc, de toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise sur le sujet, tac, tout de suite. C'est une conséquence sur la radicalisation. Voilà. Oui, mais on est là, en fait, dans la radicalisation, en réalité. Parce que, fort de cette méthode, j'observe ce qui se passe avec mes étudiants dans un séminaire qui s'appelle Culture, Valeurs, Identité. Je leur fais faire des petits rapports, très simples, avec mes petits moyens. Et je remarque que depuis les années 2003, 2004, 2005, progressivement, on voit apparaître de nouveaux groupes qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on voyait dans les années 80-90. D'abord, on voit apparaître des nouveaux groupes d'individus qui sont radicaux au sens de ce qu'est la radicalité, c'est-à-dire vouloir retourner aux racines. C'est juste ce que ça veut dire, hein. C'est ça veut dire radicalité. C'est pour ça que les radicaux de gauche disaient on est radicaux, parce que nous on veut revenir à la radicalité de ce qu'était la loi de 1905. Bon, ils sont radicaux. Pas confondre radicalité et extrémisme, et encore moins extrémisme violent. Radicalité, c'est prendre les choses à la racine, c'est pas forcément être extrémiste. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à souligner. Si on veut se payer de mots, on en discutera. Mais si on veut se payer de mots, autant savoir de quoi on parle. Donc on voit apparaître ces petits groupes, on voit apparaître la multitude de ces petits groupes d'individus qui veulent revenir à la racine de ce qu'ils se représentent comme étant leur religion. Ces individus se veulent musulmans. Et donc, ils font comme fait tout le monde dans ces cas-là, ils veulent changer leur vie. Pour changer leur vie, ils font comme fait tout le monde. Quand on est le matin, par exemple, si on avait les cheveux longs, on se les coupe, si on avait les cheveux courts, on décide de se laisser pousser, ou de s'habiller d'une manière ou d'une autre, parce que ça commence comme ça, l'esthétique précède l'éthique. Parce que c'est le premier rapport au monde, c'est ce que je veux dire au monde. Et donc, comme ils veulent se représenter, eux, comme étant des bédouins du 7e siècle, ils veulent se représenter comme ayant presque vécu à l'époque du prophète. C'est ces individus qu'on a fini par appeler les salafistes dans la tradition, parce que c'est ressembler aux compagnons du prophète. Sauf qu'il y a des traditions salafistes avec des différentes orientations, mais ceux-là, ils sont souchés sur une globalisation, et aussi une globalisation Internet, avec des images de ce qu'est être complètement salafiste, c'est-à-dire complètement ça, qui va déterminer, on pourrait dire, des modalités d'existence, des esthétiques, qui vont se répandre sur la surface de la planète. Un processus qu'a très bien montré Olivier Roy, celui qui est père de la belle expression que tout le monde adore sur l'islamisation de la radicalité et la radicalisation de l'islam, etc. Donc on se trouve face à ces groupes qu'on pourrait appeler plutôt néo-salafistes, parce qu'ils ne sont pas dans la continuité des anciennes écoles spécifiques du salafisme. En même temps, ils voudraient s'y raccrocher aussi, donc c'est un truc compliqué. Mais en tout cas, ces individus-là, moi avec mes étudiants, on les étudie, on les filme même, j'ai la preuve. Hein, donc, alors par contre, quand c'est pour entrer dans l'intimité de la personne, pour des raisons évidentes, c'est plutôt des étudiantes. Je n'ai pas pu y aller moi-même. Alors il y a des chercheurs qui disent Raphaël Liogier n'a pas pu le vérifier parce qu'il n'a pas pu aller. Bah, non, mais quand même à la narration, on est obligé d'entrer dans la structure des désirs de l'acteur social. Et évidemment, si l'acteur social ne peut pas être dans son intimité sans son voile intégral face à un homme, non, je ne l'ai pas vu sans son voile intégral. C'est sûr. Ce qui n'est pas le cas de certaines des étudiantes qui ont pu décrire et puis faire un certain nombre de choses pour savoir comment ça fonctionnait. Ce qui m'a étonné dans ce discours, immédiatement, c'est que le discours était un discours qui ressemblait à ce que j'avais étudié quand j'ai travaillé sur le bouddhisme occidentalisé et le New Age, mais extrême. C'est-à-dire que c'était, comme la définition du halal, c'était plus pur au sens aussi de plus sain, comme ce que j'entendais chez des gens qui parlaient bio. Et comme je n'entre pas dans les moules qu'on a préconstruits pour moi, pour qu'on me dise que l'islam c'est ça, que machin, etc., je l'ai écrit. Je me suis fait insulter, mais vous confondez tout. Je suis désolé. J'utilise la méthode sociologique, justement. Et je me rends compte que ce discours est celui-là, c'est ce type de truc. Et après, je me suis rendu compte qu'elles étaient dépolitisées. C'est-à-dire que c'était fini, même dans les années 80-90, quand on avait des jeunes femmes qui pouvaient porter le voile, les premières affaires du voile, en 89, qui avait été évoqué par Pierre Bourdieu et d'autres, où parfois ça peut être le voile, plus un signe politique, genre kéfier palestinien, etc., etc. Non, là, c'était fini. C'était complètement désidéologisé, donc c'était pas islamiste.
au sens de l'islam politique. C'était, si vous voulez, extrême dans une manière de vouloir se distinguer, et d'ailleurs, on le remarquait quand on en parlait avec celles qui refusaient de le mettre et qui pouvaient être musulmanes, qui disaient le vin n'est pas à jouer, elles se prennent pour qui, elles se croient supérieures. C'était la critique essentielle qu'on avait vis-à-vis des jeunes femmes d'origine maghrébine qui se voulaient quand même musulmanes et qui disaient elles se prennent pour qui. Donc ça ne voulait pas dire qu'elles étaient dans un rapport tel qu'on se les représentait de soumission, je vais me marier tout de suite, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'était tout le contraire. C'était un rapport à l'autonomie et presque à construire une distinction en disant je suis supérieur aux autres. Moi je fais confiance à l'acteur social. C'est-à-dire si j'ai préalablement l'idée de le voile c'est ça, c'est truc, je ne peux pas le voir. Je peux simplement pas le voir. D'abord parce que je refuse de le voir. L'islam, oui bien sûr, mais quand même, attends, le voile, arrête. Oui. Je vois ça. Je me dis c'est étonnant, je me rends compte que c'est la même chose chez les hommes. Ils vont s'habiller en bédouin, la barbe, même des restaurants à Lille, il y a un certain nombre de restaurants qui sont ouverts, ailleurs qui vont être des restaurants entièrement à la niche, quoi. La niche bio, organique, la niche salafiste, néo-salafiste, etc. Ça leur fait pas plaisir quand on dit ça. Alors moi on me dit il fait vraiment leur jeu, etc. Ah ben oui, je sais pas si je fais leur jeu. En tout cas, je décris un phénomène tel qu'il apparaît dans son apparition et dans sa construction. Et donc on va avoir des leaders de ces groupes-là, des gens qui vont se mettre à faire de l'arabe classique. Donc les départements d'arabe classique vont être réinvestis par des jeunes filles d'abord parce qu'elles sont plus intellectuelles, les filles, qu'elles passent plus le bac, qu'elles sont plus intégrées, puis après par les garçons qui sont un peu plus feignants, mais quand même beaucoup moins, mais qui quand même vont se la jouer, je fais de l'arabe classique par mes propres moyens, avec le côté virilité, etc. Et vous allez avoir ces groupes qui vont se constituer avec ces fameuses mosquées fondamentalistes, salafistes, avec des gens qui s'habillent comme ça, qui fonctionnent comme ça, qui ne vont pas être compris par les autres générations de musulmans, aussi souvent maghrébins, leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, etc. Et qui eux-mêmes vont dire « mais c'est un scandale », mais ils sont complètement fous, ou alors « oh, je les comprends », mais ça va créer des difficultés de compréhension, d'interprétation. Et à côté de ces groupes, à côté de ces groupes, on a vu apparaître d'autres groupes. Un groupe, par exemple, qu'on avait repéré, qui s'appelle Forza Naïdza, et qu'on a filmé avec une doctorante de l'époque, qui, eux, sont des gens qui ne faisaient pas l'effort de se mettre à l'arabe classique, qui trouvaient même ça inutile, qui avaient un compte à régler avec la société, qui étaient des petits délinquants qui pouvaient avoir été dealers de drogue, qui pouvaient avoir fait toute une série de choses, et puis alors d'un seul coup, eux, ils s'habillent en musulmans aussi. Mais ils ne s'habillent pas de la même manière. Attention à l'esthétique. L'esthétique précède l'éthique. C'est-à-dire qu'on se remarque que quand ils s'habillent, ils ne veulent pas forcément ressembler à des bédouins du 7e siècle, mais de plus en plus, ils veulent ressembler plutôt à des, je sais pas moi, à des moudjahidines afghans. Et donc c'est ce que j'ai appelé le costume néo-afghan des cités. Et avec un côté plus militaire, plus kaki, quand même avec la barbe, parfois en noir, voire avec un bandeau, écrit la seule chose qu'ils savent dire, Wallah Akbar, en arabe. Et eux, ils sont dans l'idée de la guerre, de la vengeance. Et donc plus on prononce cette idée qu'on est en guerre contre l'islam, plus ça les gargarise, parce qu'ils se veulent être des anti-héros, c'est-à-dire que peut-être dans les années 70, seraient-ils devenus punk. Parce que l'idée c'était d'être en rupture. Or, comme l'islam est considéré comme en rupture en raison du système populiste que j'ai décrit précédemment, immédiatement, ils arrivent à entrer dans cette mise en scène. Nous, on les a filmés, il y en a qui brûlaient le code pénal pour donner le sentiment qu'ils faisaient quelque chose de fort dans leur vie, extrêmement puissant, etc. etc. On a étudié une jeune femme qui faisait partie de ces groupes, ou moi qui en voulais faire partie de ces groupes, et puis qu'on a, Émilie Koenig, qu'on avait filmé avec Agnès de Féau à l'époque, et qui est devenue l'égérie des djihadistes femmes. Ce qui est déjà en contradiction avec l'islam traditionnel, purement salafiste, vous voyez. Mais c'est pas grave, on s'en fout de toute façon, puisque on a envie de cibler le truc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah, vous voulez plus que je parle, hein? Non, mais dites-moi. Terminez votre phrase, votre paragraphe. C'est un sujet compliqué quand même. Il faut petit à petit. Parce que sinon, moi, je peux dire que je peux faire comme tout le monde. Hein. Bon, lui, la laïcité, on n'a pas compris, donc c'est ça, il y a un truc, on peut faire ça. Et moi, je pense que c'est important peut-être d'aller creuser un petit peu, puisque soi-disant, on veut régler le problème, ou au moins essayer de le traiter. Donc, je pense qu'il faut parfois faire cet effort-là. Donc, ces gens-là, pour moi, eux, sont des
effectivement des gens qui sont potentiellement violents et effectivement qui sont des terroristes potentiels. Réellement. Mais eux, c'est pas possible de les repérer dans les mosquées, les fameuses mosquées salafistes. D'abord parce qu'ils sont détestés par les premiers, par les salafistes qui disent qu'ils n'apprennent pas l'arabe classique, ils ne font pas la prière tous les jours, ils sont machin, ils sont des délinquants, ils sont trucs, etc., etc., etc. C'est juste impossible. Impossible à repérer de cette manière-là. C'est plus facile de les repérer, je le disais, pour ça que je les avais appelés à un moment les nouveaux ninjas de l'islam, c'est plus facile de les repérer dans les salles de muscu, dans les clubs de kung-fu, de boxe thaï, ou de je ne sais quoi, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on va les repérer là, mais en théorie, il y en a plus là. En gros, potentiellement. Parce qu'ils se saisissent, et c'est ça que veut dire Olivier Roy, c'est, on pourrait dire, islamisation de la radicalité, c'est-à-dire que c'était un désir radical de vengeance qui a besoin de se vêtir de l'islam pour se trouver une posture qui soit une posture désirable en tant qu'anti-héros. Ce qu'a parfaitement compris Daesh, si on avait fait l'effort d'aller lire dans l'islam le magazine en ligne, on voit que ce qu'il propose, c'est exactement de devenir un anti-héros, et donc il joue sur les difficultés, si je reviens à ce que je disais au début, d'individuation de certains adolescents et post-adolescents, c'est-à-dire comment exister, construire un mythe de soi lorsqu'on est au chômage, lorsqu'on se sent discriminé, lorsqu'on s'est raté même comme délinquant, etc. Eh bien, qu'est-ce que leur dit Daesh? Très simple, tout ce qui vous a discriminé, stigmatisé jusque-là, et donc qui les humilie, où ils se sentent, ils ont envie, comme tout individu dans son rapport à la virilité, à son être, il a envie, dans son rapport même aux femmes, je l'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que va faire là? Je vais leur dire que tout ce qu'il a discriminé donc, et stigmatisé sont en fait les signes qu'il est choisi pour des destinées plus élevées. Et ça, c'est simple. C'est la structure anthropologique de l'humanité. C'est-à-dire, c'est le fameux mythe du chosen one. Tous les ados rêvent de ça. D'être choisi pour quelque chose, le meilleur planiste de l'univers connu et inconnu, le grand héros de truc. Les super-héros, ça sert à ça, la projection pour être je ne suis pas comme tout le monde. Et en général, je le suis en secret, dans l'ombre, la nanana. Et après, on le dit à tout le monde, quand le secret dans l'ombre, le secret, tout du secret là. Et là, c'est ça. C'est je veux devenir Superman. Je veux devenir Superman, je veux devenir super-héros, etc. Il y a quelque chose de très intéressant que dit Fatih Ben Slama, mon collègue psychanalyste là-dessus, et on est tout à fait d'accord là-dessus, on en a longuement discuté. Il montre un truc très intéressant, il dit, normalement, Wallah Akbar, quand on dit Allah est grand, c'est une marque de modestie pour dire je n'existe pas par rapport à Allah, enfin je suis tellement rien, c'est une forme de modestie. Mais ceux qui font Wallah Akbar en allant tirer, c'est pour dire I'm Superman, je suis Dieu en fait, dans le je suis extrêmement fort. Donc c'est une inversion complète du sens, en fait, de la signification. Et donc comment gérer cette situation? En allant parler de laïcité à ces gens? Non, déjà la première chose, c'est de ne pas confondre les deux groupes. Or, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement français depuis 2015? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en garde à vue les leaders du premier groupe, qui étaient les seuls, haïssant les autres, à pouvoir les dénoncer lorsque, in fine, au moment de passer à l'acte, parfois quelques semaines avant seulement, ou parfois 1 an ou 2 ans avant, ils pouvaient fréquenter parfois des mosquées salafistes. Mais juste pour compléter leur costume de super-héros, et donc en étant tout à fait remarqués par les vrais salafistes, néo-salafistes, si je puis dire, qui eux font la principe, font la prière, et qui trouvent que ces gens-là sont horribles, et qui sont les seuls à pouvoir les repérer parce que justement ils ne les apprécient pas, et qui ne demandaient qu'une chose à l'époque, vraiment, c'est de les dénoncer. Parce que l'humanité est ainsi faite. Sauf qu'en faisant ça, en focalisant sur la facilité, c'est-à-dire sur les autres, parce qu'ils nous font peur, via le mythe de l'islamisation, avec la visibilité de groupes, et on confond la quantité de musulmans avec la qualité de l'expression qui rend visible, et puis toute une série de choses, et avec notre angoisse de notre propre problème identitaire européen, parce qu'on n'est plus le centre du monde. C'est comme ça? Eh bien, on n'a pas vu que ces groupes étaient différents, et on s'est mis en péril en se refusant à avoir les vraies informations pour savoir où étaient les vrais individus, vraiment les repérer et vraiment les arrêter. Et quand je dis ça, qu'est-ce qu'on me dit? Expliquer, c'est excuser. Ah non, non, non. Dans le cadre d'un cancer, par exemple, expliquer, c'est juste mettre la bombe au cobalt et les rayons au bon endroit, c'est-à-dire pas dans la tête quand c'est une tumeur dans l'estomac. Là, on a mis juste le rayon dans la tête. Et qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça?
on a fait le jeu de Daesh. C'est-à-dire qu'on a participé à nourrir la mise en scène qui permettait à ces individus de jouir d'un désir d'être et d'une mythologie qui devenait de plus en plus une mythologie violente et qui était absolument irrepérable parce qu'ils pouvaient venir partout dans la société. À tel point qu'on s'en est rendu compte, sans vouloir quand même suivre mes analyses, mais on s'en est rendu compte au point de modifier ce concept débile de radicalisation en disant c'est de la radicalisation rapide. Alors donc c'est pas de la radicalisation. Hein. Après c'est presque devenu de la radicalisation instantanée comme le béton, que ça y est c'est tout de suite, on ne sait pas d'où ça vient, alors avec des termes qui semblent résoudre le problème. Alors que non, si on va jusqu'au bout du problème, on se rend compte que s'il n'y a pas besoin de radicalisation, c'est parce que c'est une inversion immédiate du sens des stigmates, de ce qui stigmatise l'individu, et donc immédiatement, en raison même du jeu sur ses frustrations, ça le rend désirable de commettre des actions qui peuvent être des actions violentes. C'est juste ça, le truc. Alors, déradicalisation, 1 minute vraiment, et j'ai fini. Mais je pense qu'on peut quand même consacrer 1 minute à quelque chose qui est supposé faire parler depuis plusieurs années, où on dit quand même tout et n'importe quoi. Je vous avais dit que je promis de vous parler de cette expérience que j'avais eue, parce que je fais souvent des conférences invitées par des associations musulmanes qui me demandent de leur parler de ça. Donc je le fais. Parfois je le fais, j'y vais, alors dans les fameux quartiers, dans 93, avec des gens, etc. Et c'est vrai que parfois, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient l'air de vouloir en découdre, qui pouvaient être un peu durs. Il y avait un mélange entre des salafistes, néo-salafistes, qui se mettaient à la classique, et puis d'autres un peu différents. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai parlé de mes propres rêves, mais réellement, hein. Mes propres désirs, mon propre désir d'être, moi, tous les matins, depuis que je fais du yoga, des arts martiaux et de la méditation. Je me moque de moi-même, parce que je suis moi-même le produit des fantasmes liés à la méditation, le bouddhisme, la transcendance, construire sa vie, etc. Et je leur ai parlé de ça. Je leur ai parlé vraiment de ça. Et donc, tout de suite, les arts martiaux. J'ai vu que tout de suite, ça faisait quelque chose. Et puis, les arts martiaux, les chakras, et tout, etc. Donc, ils sont musulmans, ils font la prière 5 fois par jour. Les chakras, dans une certaine mesure, c'est quand même incompatible avec une certaine théologie musulmane où il n'y a pas de représentation de l'absolu. Mais là, pour les chakras, on fait une exception parce que c'est quand même cool, les chakras, la puissance, l'énergie, le truc, etc. Et donc, en leur disant, moi, je respecte ce que vous faites lorsque vous vous comportez comme des ascètes. Vous vivez comme des ascètes. C'est-à-dire que votre vie devient un challenge. Enfin, c'est comme si vous alliez mettre le petit drapeau au sommet de l'Himalaya. C'est dur, c'est impressionnant. Moi, j'y arriverai pas. Et donc moi j'essaye de faire le matin ma méditation, mes arts martiaux, mais parfois je le fais pas, et quand je le fais pas je m'en veux, parce que j'ai l'impression de ne pas être l'homme que je voudrais être, comme tout le monde, quand on projette des choses. Je leur ai dit comme ça, comme je vous dis, et avec le côté intellectuel quand on projette des choses, mais ils l'ont parfaitement compris. Et là je peux vous dire que si le terme radicalisation signifie quelque chose, on pourrait dire qu'ils se sont déradicalisés dans le cours de cette conférence. Pourquoi? Parce que j'ai joué sur leur désir d'être, et qu'ils étaient dans le désir, et que immédiatement ils ont vu qu'il pouvait y avoir une concurrence dans les types de héros et dans les types d'images auxquels ils pouvaient s'identifier positivement. Vous ne pouvez pas vous identifier à la République, surtout quand on a des hommes politiques comme on a depuis un certain temps, ou à la laïcité, ou à je ne sais quoi, ou etc. C'est juste pas possible. D'abord c'est un truc abstrait, vous ne dites pas « je veux devenir la laïcité, qu'est-ce que c'est gratifiant ?» Non, c'est pas possible. Oui, c'est impossible. Les parents sérieux le savent très bien. C'est pas en disant à leurs enfants « tu tiens droit, tu fais ceci, tu fais cela » qu'on arrive à faire quelque chose. C'est en le faisant rêver. C'est tout. Voilà, merci. Bien, alors sans transition, on va passer au débat, aux questions. Merci beaucoup. C'est la première fois du coup qu'on a une intervention qui parle énormément du contexte médiatique, et c'est vrai que ça avait été aussi une demande d'évoquer le poids de ce contexte dans nos présentations et dans nos pratiques. Voilà. Donc place aux questions pour, du coup, pas hyper longtemps. Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais sinon c'est juste pas possible de dire quelque chose de... De toute façon, il y a aussi, après il y a l'apéritif dînatoire, le petit buffet, donc on peut aussi poursuivre les échanges là, mais du coup on va peut-être aller légèrement au-delà de 8 heures, si vous voulez bien, pour qu'on ait quand même plusieurs questions là tout de suite. Voilà.
On n'est pas obligé, on peut aller tout de suite. Non, je veux dire, vous ne sentez pas obligé. Hein. J'ai une question. Est-ce que, comme le nazisme, le communisme, il y a un culte de la personnalité de l'homme nouveau qui remplace la religion, est-ce que c'est Daesh, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire mettre un peu la personnalité au même niveau que la religion? Moi, je trouve... Ouais. Ah, pardon, pas plusieurs. Ah, d'accord, oui, de toute façon, c'est sans fin en général. Ok, parce qu'après, ça fait un dialogue entre nous et hop, ça exclut le processus. C'est une très bonne question, je trouve. Pas d'autres questions? Si? Oui. On a eu il y a quelques années les brigades rouges et des trucs comme ça. Et moi j'ai l'impression qu'il y en a qui ont rejoint Daesh ou dans le Sahara ou ailleurs, et qui étaient un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que la société elle est pourrie, voilà. Et je m'associe à ces gens-là pour pouvoir foutre la pagaille et lutter contre cette société qui ne me convient pas. Une question aussi. Bien, une question. Oui. Moi, je trouve que votre approche est intéressante, sauf que... C'est le meilleur. Oui, mais je veux dire... Vas-y. Vous parlez du fait que il n'y a pas de gens qui vont faire des démarchages, de reconversion, etc. Je pense que c'est un phénomène qui existe quand même. Des groupes qui sortent, qui vont dans les quartiers, etc. Je ne dis pas que c'est un mal, mais j'en sais rien. Donc c'est un fait qui existe quand même. On ne va pas le nier, qui a souvent aussi remplacé le travail des éducateurs, parce qu'on considère que la religion est une enveloppe aujourd'hui qui peut protéger des difficultés qu'on rencontre, etc. Cette recherche d'être, effectivement, d'être social, parce que quand on est nié comme étant un être social, ça renvoie le sentiment d'inutilité, qu'on n'est pas à sa place ici, etc. Qui peut effectivement être une rupture et arriver à des dérives que vous décrivez. Après, moi je trouve que dans l'approche, ce qu'on oublie toujours quand même, c'est d'oublier toute la question géopolitique qui a contribué à construire quand même ces phénomènes et qu'on explique qu'au niveau de la France, sociologique, sur des groupes. Bien sûr que les médias, un certain nombre de partis extrémistes utilisent ça, aujourd'hui effectivement le fait migratoire, sauf que dans les analyses, on ne parle pas de ce qui est la cause, la construction de ce terreau, je dirais, qui est le fait d'avoir nié, je dirais, l'accès à des peuples d'être libres. Je pense qu'en Europe, on accueille plus de barbus que de démocrates dans les pays qui ont lutté. Je veux dire, en Algérie, dans les années 90, ce n'est pas les démocrates qu'on a accueillis avec les bras ouverts, parce que, c'est plutôt les intégristes qui se sont faits ici, qu'on a accueillis dans ces pays-là. Donc, je pense qu'il y a des causes, il y a des explications géopolitiques aujourd'hui qui font qu'ils renvoient aussi effectivement des sentiments affectifs par rapport à certaines appartenances, comme vous dites, l'identification à des pays comme la Palestine, comme le Proche-Orient. Mais tant qu'il n'y a pas ces explications sur lesquelles le pouvoir public aujourd'hui dresse tout, je dirais, un tableau effectivement qui fait peur et qui focalise, qui stigmatise sur les populations. Il y a des faits sociaux qui existent, il ne faut pas l'oublier. Il y a une dérive, mais qu'il ne faut pas complètement déconnecter de ce qui se fait à l'extérieur et qu'on retrouve aujourd'hui. Quand tu parles des ennemis d'intérieur, dans les quartiers, on fait un peu beaucoup de raccourcis sur ces questions-là. Et je trouve que dans les analyses, on ne parle pas beaucoup de ces questions et qui sont, à mon avis, fondamentales aujourd'hui. C'est bien. Deux questions, donc là, il y aura. Une dernière question, oui. Oui, juste savoir par rapport au bouddhisme, est-ce que vous pensez que,
par rapport à la pratique de la méditation, voilà, parce que j'en fais aussi, est-ce que vous pensez que ça pourrait être, pour adoucir un petit peu les choses, une solution d'introduire un peu la philosophie bouddhiste ou la pratique, enfin un des deux, une des solutions parmi dans les quartiers pour voilà, avoir un peu cet outil-là pour calmer ou prévenir un peu C'est votre question, très bien. Est-ce que ça pourrait être Comprenez votre question. apparemment pas mal étudié aussi, donc voilà, voilà une alternative. En tout cas, un des D'accord. outils pour pouvoir. D'accord. Je vais répondre à tout le monde. Ah, il y a une dernière question. Voilà, En rapide. fait, ma question, ça rejoint votre recherche. Vous avez, enfin, si vous avez fait des recherches, on dit beaucoup. Non, mais vous allez comprendre. On dit que beaucoup et la majorité des gens qui sont radicalisés, des jeunes qui sont radicalisés, ça passe par les prisons. Est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus ou vous en êtes là-dessus? Voilà, c'est ma question. Pas dit, c'est possible. Donc voilà. Merci. Merci. Donc on va passer aux réponses. Ok, je vais essayer de faire. C'est ça, c'est très exactement ça. Je vais essayer de faire court. Alors, sur la question, la première question, la question de l'homme nouveau. Clairement, et c'est même mieux que ça. Si on fait l'effort de suspendre son jugement sur la monstruosité de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on accepte l'autre. C'est-à-dire, la monstruosité, c'est une manière de dire c'est pas moi. Mais une manière de dire c'est pas moi, c'est la possibilité à comprendre ses propres désirs. Alors on a du mal à faire ça parce que c'est un violeur en série, et un tueur, etc. Mais quand on fait les sciences sociales, il faut quand même le faire pour essayer de voir comment a fonctionné ce processus. Sinon on dit c'est un extraterrestre. Donc ça ne marche pas. Vous voyez? Et quand immédiatement, on se replace dans le contexte, on se rend compte qu'il y a la recherche de l'homme nouveau et que Daesh l'a parfaitement compris, puisque c'est ce qu'il propose. Et un homme nouveau en plus, pas du tout déconnecté, contrairement à ce qu'on croit, de la modernité, du progrès, etc. Puisque les critiques que fait Daesh, la proposition, c'est une proposition d'utopie, y compris écologique, en disant les sociétés industrielles des Occidentaux, et donc alors, en rajoutant par-dessus, donc qui sont non musulmans, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait de la planète? En utilisant les critiques qui sont faites à l'intermédiaire même de l'Occident moderne contre l'Occident moderne. C'est un processus pour imaginer un homme nouveau qui ne serait pas passé par toute cette pourriture, par tout ça, par la... Vous voyez? Et donc vraiment, il y a la construction d'un homme nouveau qui est moral, éthique, égalitaire, en jouant sur les inégalités sociales et en les critiquant, etc. Tout ça, on ne peut pas en faire abstraction si on veut comprendre comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on accepte, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas le type en prison, ça ne veut pas dire ça. Voilà, je précise parce que c'est un truc, un sujet un peu... Deuxièmement, sur les brigades rouges. Et puis la bombe à Badr, action directe et tout ça. C'est très intéressant, oui, parce que il y a une thèse, qui est la thèse d'Olivier Roy, et que je soutiens, que j'ai soutenu d'ailleurs dans le livre, c'est publié en 2012, c'est que fin des années 70, début des années 80, on assiste au démantèlement progressif de tous les groupes d'extrême gauche ultra-violents, comme la bande à Badr et tous ces groupes-là. En Italie, je ne sais plus comment ça s'appelait, le groupe italien, là, les brigades rouges, voilà, action directe plutôt en France, et 70-80. Et progressivement, c'est là où va apparaître le terrorisme islamique se constituant en cellules, en groupes, en réseaux, avec une histoire différente parce que ça vient des idéologies islamistes, qui sont elles-mêmes contre la société de consommation, contre toute une série de choses, mais en ajoutant la dimension islamique de critique des mœurs dégénérées, mais en disant ça c'est le produit de la société de consommation dégénérée, donc du capitalisme, etc. Et donc, Olivier Roy fait remarquer, pour dire, c'est pas une guerre de religion, on voit bien, il faut prendre les choses dans leur concrétude. Quand on prend les choses concrètement, jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, on se rend compte que toutes les attaques sont des attaques sur des symboles non religieux, sauf dans le cadre spécifique du conflit israélo-palestinien, parce qu'il y a une forte dimension politique aussi. Mais toutes les attaques sont sans cesse des attaques, jusqu'au 11 septembre, contre les symboles, le capitalisme financier, le machin, etc., etc. Et donc on voit bien qu'il y a une prise de relais qui est faite sur le fond de l'idéologie,
et une prise de relais qui est faite dans les modalités d'action, même, et dans la manière d'agir, avec bien sûr la dimension eschatologique, discours sur les fins dernières, eschatologie, l'après-après que j'évoquais tout à l'heure, eschatologique islamique, le rapport aux mœurs, la sexualité, etc., et la géopolitique, sur laquelle on va revenir tout à l'heure grâce à la question de monsieur. Donc, oui, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, justement, ça c'est le terrorisme, première version, années 80, où il y avait à la fois il est fondé sur une idéologie anticapitaliste spécifique et politique qui est l'islamisme, et sur une radicalisation effectivement dans les comportements religieux pour pouvoir ritualiser, mettre des individus en phase avec cette idéologie. C'est pour ça que par exemple on a eu l'affaire Kelka, de radicalisation en prison et suridéologisation. Il faisait de l'art classique, puis en même temps il étudiait les textes, et il y a eu un vrai bourrage de crâne. Dans les années 2000, justement, moi ce que j'ai pu constater depuis 2005-2007-2008, on s'adresse à des gens qui n'ont pas, je ne veux pas dire de capacité idéologique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans cette construction idéologique. Ce n'est pas leur plan culturel, si je puis dire. Ce sont des jeunes qui sont déstructurés, et c'est ceux-là que va viser Daesh. Donc, contrairement à Al-Qaïda qui va continuer à fonctionner sur un modèle idéologique, et c'est pour ça qu'ils vont perdre face à l'embrigadement Daesh, qui va fonctionner par islamisation, eux, qui sont pourtant des idéologues, les leaders, parce qu'après on dit oui, mais vous ne pouvez pas dire, si, les leaders sont des idéologues, puis c'est des anciens d'Al-Qaïda souvent, en plus. Mais par contre, ils ont compris que du point de vue du marketing et du recrutement, ils devaient fonctionner autrement. Donc ils vont fonctionner sur l'héroïsation, sur les images fortes, presque des images de bande dessinée et de jeux vidéo. Donc évidemment, ils ne vont pas pouvoir recruter le même type de public que celui qui peut être recruté dans les mouvements d'extrême gauche type Action Directe ou dans les mouvements islamistes violents des années 80. Donc c'est ça que je vous dirais, c'est-à-dire à la fois c'est vrai ce que vous dites, sauf qu'aujourd'hui ça a changé, c'est un autre niveau constitué. D'accord ? Troisième point, pour essayer de répondre le plus sur la conversion. Oui, évidemment, il y a quand même de la conversion. Par contre, là où le taux de conversion est extrêmement faible, justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'il n'y en a presque pas, c'est chez les non-musulmans supposés. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de tentative de conversion chez des individus qui seraient complètement extérieurs au milieu, au contexte, et au contexte religieux même musulman. Par contre, ce qu'il y a, parce qu'il faut être complètement honnête scientifiquement, il y a de la reconversion. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de reconversion d'individus qui sont supposés être musulmans sur un modèle, j'allais dire, de musulmans bourgeois, normés, de base, qui fait sa petite pratique, en essayant de lui expliquer qu'il n'est pas vraiment musulman et que donc il faut qu'il devienne vraiment musulman et donc qu'il réencadre sa pratique. Mais en fait, ce n'est pas de la conversion au sens strict du terme, c'est de la reconversion. C'est-à-dire de la reconversion susceptible de produire des effets d'intensification de la pratique, de la visibilité, de toutes ces choses-là, et donc ce qui fait que les mosquées vont être pleines, que les gens vont se mettre à s'habiller d'une certaine manière, plus respecter le halal, être de plus en plus attachés au ramadan, le pratiquer de multiples manières, etc. C'est ça qui se passe. Mais il n'y a pas une conversion vers l'extérieur, c'est ça que je voulais dire. D'accord ? De mouvement. Troisièmement, sur la dimension géopolitique. La dimension géopolitique, elle existe clairement, ne serait-ce que la colonisation, c'est géopolitique. C'était une appropriation géopolitique qui a des conséquences encore jusqu'à aujourd'hui. Le conflit israélo-palestinien, il a des effets d'identification énormes. Enfin, un certain nombre de gens, sous prétexte qu'ils sont d'origine maghrébine, vont se représenter comme des Palestiniens de l'intérieur. Et donc vont faire des sortes de symétrie, des jeux de symétrie entre leur situation discriminée et la discrimination des Palestiniens. Et donc ça va, là, pour le coup, créer des effets, des cercles vicieux d'antisémitisme auquel renvoie l'islamophobie. Ce que ne comprennent pas encore les organismes gouvernementaux quand je disais que l'islamophobie et l'antisémitisme, c'est un cercle systémique. Et que si vous commencez à dire l'islamophobie, c'est de la connerie, parce que c'est l'Iran, je ne sais pas quoi, en inventant n'importe quoi et que ça n'existe pas, etc., vous n'allez pas régler le problème de l'antisémitisme. Parce que ce n'est pas l'antisémitisme des années 30 qui était un antisémitisme d'État. C'est un antisémitisme minoritaire qui réagit à l'intérieur d'un système qui produit aussi l'islamophobie. Je n'ai pas le temps de l'expliquer dans le détail, mais c'est ça le vrai problème. Mais si vous refusez ça parce que vous
vous êtes Manuel Valls, ou vous êtes je sais pas qui, Caroline Fourest, et que vous pensez que c'est un antisémitisme qui nous conduit dans une société qui ressemble à celle des années 30, vous avez tout faux. Déjà, la preuve que vous avez tout faux, c'est que si vous aviez vrai, et que j'avais cette majorité qui avait ça, eh bien, Finkielkraut et Zemmour ne vendraient pas de livres, ils sont pauvres, ils ne pourraient pas acheter de piscine. Vous voyez, c'est simple déjà, c'est clair, comme c'est-à-dire, la majorité, elle n'est pas du tout de ce côté-là. En revanche, il y a un système qui se met en place, qui est un système ravageur de ce côté-là, et qui est lié à des conflits géopolitiques, parce que le système, il ne s'arrête pas au système français, il s'arrête aux guerres, à ce qui est fait, la guerre en Irak, les interventions multiples et variées, le soutien des dictatures, effectivement, des dictatures au Maghreb et au Mashrek, en Égypte et ailleurs, qui ont renforcé finalement les frères musulmans parce qu'eux, ils avaient une action sociale et sanitaire sur place, pendant que nous, on soutenait des dictatures, par peur de la montée de l'islam, on soutenait les dictatures, en gros, comme certains sociologues le disent, on choisissait, on pourrait dire comment dire, on choisissait la laïcité contre la démocratie. C'est-à-dire que cette idée qu'on avait une sorte de laïcité qu'on allait maintenir artificiellement, comme si on allait contenir quelque chose alors qu'on était en train de le faire grossir. Voilà. Bon, ça c'était aussi parce qu'il y avait en même temps des classes moyennes qui avaient un désir de vivre comme les gens ici, qui se sentaient oppressés par des dictatures qui ne leur donnaient pas accès, alors que quand même sur Internet ils voyaient que c'était possible, donc ils se sont révoltés, qu'ils se laissaient manipuler, et sinon par des islamistes dans ce cadre-là. Tout ça est très complexe. Je suis d'accord avec vous. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, le problème géopolitique et la multiplicité des problèmes géopolitiques. Moi, ma question, en tout cas ma question du point de vue de mes recherches, c'est pourquoi ça marche chez les individus dans notre société aujourd'hui? Parce que ce soit instrumentalisé par les politiques, que ce soit instrumentalisé par tout le monde, il y a un moment où il faut se poser la question, pourquoi est-ce que ça marche chez les individus, dans leur psychologie? Et là, on ne peut pas faire l'économie du rêve individuel, de cette espèce de sentiment, de ce problème d'identité au niveau individuel, au niveau de sa psychologie, de l'individuation. Si vous voulez, quand les Américains sont allés en Irak, on va dire, ah, c'était la question du pétrole, ils voulaient protéger l'Arabie Saoudite, c'était des intérêts géostratégiques, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai. Néanmoins, pourquoi est-ce que c'était bien vu par 70% des Américains? Parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt géopolitique au sens où ça les enrichissait pas, même si ça enrichissait la famille Bush. C'est-à-dire, il y a un lien entre la famille Bush qui profite d'une opportunité liée à une fragilité individuelle qu'il faut traiter aussi, parce que si on ne la traite pas, de toute façon, ça sera instrumentalisé par d'autres, pour d'autres intérêts. Donc c'est pas à partir de l'instrumentalisation, comme on fait souvent, qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont allés en Irak. Mais pourquoi est-ce que ça a été rendu possible démagogiquement aussi, au niveau du... C'est ça, moi, que je propose, sur à quoi je propose de réfléchir. Ensuite, sur la question de la pratique de la méditation. Je pense que c'est pas une mauvaise question. C'est pas une mauvaise question, si ce n'est que, si vous avez compris ce que j'ai dit au début, je dis, il faut entrer dans le désir des gens et dans ce qu'ils sont. C'est pas en leur disant, l'islam c'est pas terrible, la laïcité, ou inversement, l'islam c'est pas terrible, la méditation bouddhiste c'est tellement top. Moi j'ai pas fait comme ça quand je leur parlais. Je dis, l'islam c'est admirable ce que vous faites parce qu'il y a de l'ascétisme, parce que etc. Mais là, on peut peut-être proposer de dire, ben, il y a des formes méditatives extrêmement intéressantes, des formes d'ascétisme. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés justement par le soufisme. Mais en général, justement, sont plutôt ce que un de mes collègues appelle les bourgeois. Vous voyez ? Et là, effectivement, ils vont être intéressés par le soufisme parce que ça leur donne une identité qui est proche de ce qu'on trouve dans le bouddhisme, dans toutes ces choses qui relèvent du développement personnel, d'être soi. Et donc, proposer ce genre de choses, ah ben oui, mais le proposer dans le contexte, dans ce qui les fait rêver, pas dans ce qui donne le sentiment que ça exclut immédiatement leur identité. Et pour dire qu'il y a quelque chose qui serait mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, faire rêver à ce niveau-là. Ensuite, sur la question de la prison, alors moi je ne suis pas spécialiste de la construction du djihadisme par le passage en prison, c'est Farhad Khosrow-Gabar qui était un des premiers et qui a analysé ça dans les années 90. Néanmoins, je peux dire qu'il est d'accord avec moi, puisqu'on a beaucoup discuté et on peut travailler ensemble, pour dire que dans les années, c'est lui qui a inventé une autre expression que je trouve très intéressante,
il parlait dans les années 90, Farhad Khosrow-Khavar, de l'islamisme sans islam. Ben moi aujourd'hui, si j'osais, je dirais c'est le djihadisme sans même l'islamisme. C'est-à-dire que il disait déjà à l'époque, ils deviennent directement islamistes. Parce qu'ils ont besoin, ils passent par l'islamisme ensuite pour se revendiquer comme musulmans. Donc, parce qu'ils ont besoin de l'idéologie, voilà. Et là, ça se passait en prison, effectivement. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils n'ont même plus besoin du processus idéologique, puisqu'ils passent directement sur le djihadisme, et ensuite ils vont s'intéresser peut-être à l'islamisme. C'est ça qui rend les choses compliquées. Et ils vont s'intéresser au fondamentalisme. Et puis ils vont s'intéresser même, finalement, à l'islam, en dernier. Vous voyez, ils commencent, eux, encore par un troisième niveau, si vous voulez. Et donc le passage par la prison, là, il est important, plus en raison de ce que manifeste la prison en termes de stigmatisation, c'est-à-dire que s'ils sont en prison, c'est qu'ils ont raté quelque chose. Déjà, je le dis, vous voyez, encore une fois, parce que j'essaye de dire les choses complètement directement, je ne porte même pas de jugement sur le fait que c'est la prison ou pas qui va les islamiser parce que les conditions de détention, le truc, je ne parle même pas de jugement là-dessus. Je dis seulement que s'ils sont en prison, c'est qu'ils se sont fait prendre. Non, mais vous voyez, c'est-à-dire, vous faites prendre, c'est-à-dire que donc c'est un délinquant qui a raté quelque chose en tant que délinquant, si vous voulez avoir une carrière de délinquant. Non, mais vous voyez, j'essaie de voir exactement en étant. Donc ça veut dire que, comme c'est le fonctionnement de Daesh par le renversement de ce qui vous stigmatise, fonctionne directement là-dessus, effectivement, en prison, c'est le réservoir par excellence de gens qui se sentent stigmatisés parce qu'ils ont raté quelque chose, plusieurs choses ou toute une série de choses. Et c'est plus pour ça qu'en raison d'un processus d'islamisation à l'intérieur de la prison qui consisterait à faire entrer dans une idéologie spécifique. Par contre, qu'il y ait des rencontres en prison qui fassent que ces individus, d'un seul coup, se sentent en phase avec d'autres individus qui ont vécu la même chose et qui leur expliquent exactement ce qu'il y a aussi sur Internet, sur Dar el-Islam, qu'ils vont devenir des super-héros et que de toute façon, s'ils sont en prison, c'est pour dépasser ça, c'est pour truc, etc. Ça, c'est clair. Mais ça ne nécessite pas un long processus. C'est-à-dire que c'est juste, ils sont passés, ils ont rencontré la personne. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va arrêter là et continuer les débats devant l'apéritif. Merci à vous et à Raphaël Logier pour ces échanges. Merci à vous.